Salut à tous et à toutes, c'est Yurisama, on se retrouve vite fait pour un petit préambule à la vidéo, je vais aller très vite. Alors d'une part c'est un podcast, donc même si je vais mettre un peu de visuel, c'est peut-être plus une vidéo qu'il faudrait justement écouter plutôt que regarder, ça c'est vous qui voyez, mais bon voilà, là on vient de la tourner, je fais ça pour vous préciser 2-3 petits trucs. Globalement, le contenu visuel va pas être fantastique, hein, c'est surtout de la discussion. Donc bon, l'introduction, tout ça, ça sera juste après. Je vais vous préciser quelques petites choses. D'une part, c'est une vidéo bienveillante. Hein, on parle de tout, de plein de choses. Sur le compétitif, on a notre point de vue. C'est pas pour ça que on dénigre les autres. Vous le verrez. Vous le verrez à plusieurs reprises, on le dit, mais je préfère dire ça au cas où, en préambule, encore une fois. Et enfin, vous verrez également que au bout d'un moment ma voix part en couille parce qu'en ce moment j'ai un petit problème de gorge et au bout d'une heure de vidéo j'en pouvais plus. Enfin je sais pas, j'ai pas encore fait le montage là, je sais pas au bout de combien de temps, mais j'ai remarqué que ma voix devenait très très rauque au bout d'un moment, donc ça va peut-être faire un peu bizarre, mais tant pis, je peux pas vraiment arranger ça. Voilà, sur ce je vous retiens pas plus longtemps et je vous envoie la vidéo. Et salut à tous et à toutes, c'est Yurisama, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, ce qui sera plus une forme de podcast, avec 3 invités cette fois-ci. Bonjour à vous. Bonjour Joris. Voilà, donc nous sommes avec Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Joris, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour Grêle. Coucou Joris, alors comment ça se passe chez les bœufs non, Ça y est, Très elle bien. commence déjà à se foutre la honte toute seule. C'est- Elle est Elle a morte. encore envie de Alors, scapegoat. et nous sommes avec Redson. Salut. Et nous sommes donc ici pour vous parler un peu du compétitif. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai posté à plusieurs endroits, Discord, Twitter, Facebook, j'ai demandé aux gens un petit peu ce qu'ils avaient entendu comme critique ou ce qu'ils pensaient directement du compétitif. On a eu beaucoup de messages et je me suis dit on allait faire une petite vidéo pour parler de tout ça. Enfin petite, je suis pas sûr, mais c'est pas grave, l'idée c'est de discuter de plein de petits points, et c'est pour ça que j'ai invité des gens qui s'y connaissent aussi, qui ont parfois fait un peu plus de choses que moi, ça va permettre d'avoir à dire quelques points de vue différents. Bon oui, on n'a pas pu ramener de joueurs un petit peu plus occasionnels malheureusement, et il était pas dispo. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai demandé l'avis. Finalement, on a eu beaucoup d'avis en fait de joueurs qui ont l'air relativement occasionnels, et aussi de certains qui ont essayé, à qui ça a déplu, etc. Donc on a pu piocher dans pas mal d'autres points de vue, ça va être intéressant. Donc d'abord un petit peu se présenter, je vais laisser nos invités se présenter. Grêle, présente-toi vite fait. Alors moi c'est Grêle, je suis une joueuse Sky Striker plus principalement, même si là bon avec la nouvelle banlist que je pense tout le monde a pu un peu voir, je commence à changer parce que je me dis virus A3, slumber A3, SS et les kaiju c'est pas l'amour, et SS et le virus qui pop les magies c'est pas l'amour non plus. Du coup je pense changer vers Salamangreat ou Orcust, à voir selon le UYCS Chicago. Très bien. Donc voilà, si vous détestez SS, c'est donc elle qu'il faudra insulter dans les commentaires. Suivant, Dorian, que fais-tu, que joues-tu, qui es-tu? Moi c'est Dorian, je joue en compétitif depuis 2014, je joue Burning Abyss. Mes records entre guillemets, j'ai top 2 régional, j'ai fait jour 2 à l'IEWCQ en 2016. Et puis voilà, donc je joue Burning Abyss et j'aime bien aussi de temps en temps faire deux trois autres decks pour contrer la méta quand ça passe. Ouais. Il me Et semble que voilà. t'avais essayé un peu Dark Warrior à un moment, Ouais, j'ai si je me essayé gourre pas. Dark Warrior, j'ai essayé Danger, j'ai fait Danger FTK, j'ai essayé quoi? J'ai essayé Sky Striker, j'ai pas mal joué à Altergeist aussi. Enfin voilà, je touche un petit peu à tout. Mais mon deck de cœur, c'est vraiment Burning Abyss, quoi. C'est avec lui que j'ai toujours fait mes gros résultats, et puis, enfin, gros, mes résultats en tout cas. Et voilà. Ils existent. Ouais. Très bien. Et donc Redson, Red, que Donc, joues-tu? ça. Donc, salut à tous, je suis Redson, je suis assez connu sur Discord en étant modo du serveur de la Team Xseed, mais sinon, je traîne un peu partout. Donc, moi, je vais être un peu considéré comme le genre être le genre casual ici, parce que je suis plus quand même, je joue plus des decks T3, T2 plutôt que T1. Mais sinon, j'ai déjà touché à du compétitif, notamment pendant le format Zodiac, même pendant le format Monarch PP, etc. Bon, là, sinon, j'ai pas vraiment top de gros events, j'ai plutôt top, c'est tout ce qui est local. J'ai déjà fait plutôt des résultats corrects en WCQ, mais pas plus loin.
Très bien. Et donc voilà, bon moi, pour ceux jamais qui me connaissent pas, puisqu'après tout, je pense que c'est une vidéo qui peut être vue par des gens même qui connaissent pas trop la chaîne. Donc voilà, moi je suis Yuri, mon deck de cœur pour moi c'est Magicien Pendule, et après j'ai touché à pas mal de choses, je touchais un peu à Altergeist, à Cybers aussi beaucoup, que j'aime beaucoup. Voilà, après ça dépend un peu des périodes, j'ai touché vite fait à certains decks, mais faudrait, même moi genre, pour ceux qui ont vu les lives, j'aimerais toucher un peu plus de decks, faut juste que je me laisse un peu plus de temps. Voilà, et bon, j'ai pas fait beaucoup de compétitions en fait, du moins IRL, j'en ai pas fait des masses, j'ai fait des locaux quand je pouvais en faire, et puis je suis allé au championnat de France l'année dernière où j'ai eu un score plutôt assez honorable, pour une première fois du moins. Là, d'ailleurs, désolé de couper, mais j'ai pas dit quel deck je jouais. Donc là, en ce Ah bah oui. moment, je joue à Mech Knight Invoqué, Pendule FTK, mais mon deck de cœur est Metalphos depuis ses débuts, quoi. C'est-à-dire en 2016. Voilà, donc tout le monde un peu à son petit deck de cœur, à part Grell, bon, elle... Ah, Ouais. moi, c'est Sky Striker, même si le deck prend la chair à la prochaine banlist, même s'il est injouable, j'essaierai toujours un peu de jouer le deck quand même, parce que c'est le deck avec lequel j'ai commencé à jouer compétitif et le premier deck avec lequel j'ai topé, du coup, il y a une petite dimension un peu nostalgique, on va dire, derrière. Et puis c'est des lolis. Oh oui, aussi, mais ça, voilà, ça s'arrange. Je pense que ça doit pas être pris en ligne de compte ici. Très bien. Donc voilà, on va pouvoir peut-être aller dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous a mis Grell justement ici? Petite liste. Alors en premier, on va voir, on va dire quelque chose d'un petit peu extérieur au jeu compétitif en lui-même, c'est plus l'environnement compétitif. On a eu pas mal de remarques en fait sur la mentalité des joueurs et les arbitres. Alors on va peut-être commencer vite fait par les arbitres, parce que on commence par les choses dont on va dire où on a le moins de choses à dire, pour finir par le plus gros. Donc moi, perso, bon, j'ai toujours eu quelques petits soucis par-ci par-là avec des juges, mais pas tant que ça, à vrai dire. Enfin, quand j'étais à Londres, par exemple, il n'y avait pas eu de problème. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, personnellement, en fait, à chaque fois, quand j'avais des doutes sur des rulings, etc., je suis toujours allée voir le head judge, enfin, essayer du moins, pour lui dire, dans tel cas, comment est-ce que tu roules ce ruling précisément pour éviter justement de me faire avoir sur certains rulings, par exemple. C'est arrivé à Toulouse, par exemple, à un régio, en top. Euh, il y a eu un joueur qui fait Eagle Booster sur sa Link Sky Striker. L'adversaire fait Evenly et le judge dit non, tu es obligé de garder ta Link parce qu'elle est sous Eagle Booster, elle n'est pas affectée par les effets. Et ça, je pense, enfin ça c'est un cas c'est pas un cas isolé malheureusement. Et je pense qu'il faut toujours aller voir le head judge de l'event quand vous avez des doutes sur des rulings pour si jamais ça vous arrive, pas être surpris et savoir jouer en conséquence autour de ça. Oui, parce que juste un petit truc que je rappelle vite fait, quand vous appelez un judge et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'aller voir le head judge, qui est le maître des juges en fait, dans l'événement. Vous avez toujours le droit. Je préfère le préciser parce qu'apparemment il y en a qui ne sont pas forcément au courant. Est-ce que les autres ont quelque chose à dire, ou est-ce qu'on passe peut-être sur un autre sujet Ouais, Personnellement, il m'est rien arrivé, donc je pourrais pas dire ouais. grand-chose de plus. Bah, le truc, c'est que je pense que Grell a tout dit. Enfin, quand les judges, c'est des personnes qui sont humaines, hein. Ça arrive aussi qu'ils fassent des fautes, etc. C'est comme au foot, l'arbitre qui voit pas une faute ou un truc comme ça. Ça arrive et tout. Mais à Yu-Gi-Oh, on a l'avantage aussi de, quand on n'est pas d'accord avec un judge, de pouvoir appeler le head judge, tout simplement. Donc, je pense que quand il y a un problème avec le judge, on appelle le head judge et puis c'est lui qui prendra la décision finale, quoi. Et c'est pour Voilà. ça que c'est toujours bon d'aller voir le head judge et de lui dire, par exemple, dans le cas que j'ai cité, comment est-ce que tu roules Evenly Match contre Eagle Booster. Oui, parce que si je ne me trompe pas, il arrive des fois où les head judges font un mauvais ruling sur un truc, mais du coup, ben, ils continuent de rouler le machin comme ça pour tout le tournoi. J'avais déjà entendu des choses comme ça. Genre pour que ça ait pas désavantager certaines games au début, ben, tout le monde jouera cet événement avec ce ruling-là. Il me semble que c'est déjà arrivé. Bon, après ça aussi c'est des cas isolés. Ensuite, sur la mentalité des joueurs, parce que alors, ça c'est assez marrant, parce qu'en final, nous on va avoir un peu le point de vue inverse, mais pas dans le sens où on dit que ça existe pas. Je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire que bah, les joueurs avec une mentalité de merde, c'est pro-méta, mais genre qui t'insultent si tu joues pas méta, si t'as pas des cartes full brillantes ou je ne sais quoi. Bon, ça existe et c'est dégueulasse. Enfin, du moins, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ça existe. Oui, bien sûr.
Mhm. Et voilà. Donc ça, on peut comprendre que bah, si vous êtes tombé sur des mauvais joueurs, c'est sûr que c'est chiant. Après, nous, en tant que joueurs un peu plus compétitifs, on est aussi tombé sur sur des joueurs casus, on peut dire. Parce que casus, c'est pas négatif, c'est casual, occasionnel, quoi. Et on est déjà tombé sur des joueurs comme ça qui étaient aussi élitistes dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que ça existe aussi. Et je trouve qu'on en parle pas assez. C'est pas comme si c'était un cancer absolu. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Tout ouais, simplement, vas-y, en Dorian. fait, tout simplement, en fait, quand tu regardes sur, que ce soit sur Facebook ou quoi, tu auras toujours un mec qui sera méta et qui te dira ouais, tu joues un deck de merde, c'est pas méta, c'est nul et tout. Mais l'inverse sera aussi vrai, c'est-à-dire que tu auras toujours un joueur casu qui sera là pour te dire ouais, de toute manière, tu joues méta, t'as pas de personnalité, machin, machin. Donc je pense qu'entre guillemets, la mauvaise mentalité, en fait, c'est comme l'explique un peu Patrick Hoban dans Road of the King, c'est que les gens, en fait, veulent paraître intelligents, veulent se donner l'air de connaître plus que ce qu'ils ne savent, et donc vont juste essayer de rabaisser ceux contre qui ils vont discuter, en fait. Et au final, je trouve ça assez débile de leur part parce que, tout ne se résume pas au deck que la personne joue, tout ne se résume pas à est-ce que c'est méta, est-ce que c'est pas méta, etc. Enfin, il y a tellement plus de choses à voir dans Yu-Gi-Oh! Que voilà, quoi. Oui. Puis après, disons que je peux comprendre que les joueurs compétitifs, bah justement, comme ça, avec cette attitude de merde, le truc c'est qu'ils ont un ascendant en plus, c'est que eux ils gagnent. C'est con, Oui, voilà. mais c'est sûr que ça peut te décourager un peu, parce que quand tu es même pas capable entre guillemets, de te venger, même si c'est évidemment pas la chose à faire, Oui, oui. je peux comprendre que ça puisse dégoûter. Tu vois, si t'as un local où vraiment t'as des joueurs qui sont insupportables, bah ouais, ça c'est sûr que ça aide pas, quoi. Oui, c'est vrai que quand tu as un joueur compétitif qui est au local, qui gagne tout, et qui au final te fait ouais, bah ton deck c'est de la merde, etc. Tu peux pas lui dire, tu peux pas vraiment lui répondre parce qu'il aura toujours l'excuse du bah oui, mais moi au final je gagne. Enfin, Ouais. après, Grêle, est-ce que t'as quelque chose à ajouter peut-être Non, rien de plus à ajouter sur ça. Ok. On va peut-être passer à la suite quand même. Mine de rien, ça fait déjà une dizaine de minutes. Pour ce qui est donc notre deuxième grande partie, ça sera... j'ai l'impression de présenter un cours d'histoire, vraiment. Non, la deuxième grosse partie, on a regroupé pas mal d'arguments, hein. Il y a beaucoup de sous-arguments et tout, mais ça forcément c'est un peu plus... Enfin, on en parle au fur et à mesure, quoi. On a les tours qui sont longs, très longs, et la nouvelle règle de time, notamment. Est-ce que quelqu'un peut vite fait expliquer en quelques mots la règle de time en compétition pour ceux qui ne savent pas? Alors la règle du time, c'est ça démarre, les judges déclarent le début des rounds. Du coup, on a 40 minutes pour jouer les games, donc 2 ou 3, c'est indépendant puisque c'est le BO3. Et ensuite, à l'issue des 40 minutes, les judges déclarent le time, il faut qu'on arrête de jouer, on finit la phase en cours et après, c'est terminé et le joueur avec le plus de points de vie remporte la manche en cours. Et par exemple, s'il y avait un partout et que le joueur A est à 7008 et le joueur B est à 4000, c'est le joueur A qui remporte la manche. Mais dans le cas où on est en 1-1, on a 1-1, les deux joueurs sont à 8000, les deux joueurs remportent la manche, du coup il y a draw, enfin voilà. oui, basiquement, en gros, on compare les points de vie. Celui qui a le plus de points de vie gagne la manche et celui qui a gagné le plus de manches dans le match gagne le match. Et s'il y a une égalité au niveau du nombre de manches gagnées, bah, c'est une égalité. Voilà, et donc ça c'est un peu, on va dire, additionné à l'idée que, bon, déjà il y en a qui peuvent utiliser cette règle pour faire ce qu'on appelle du slow play, donc faire exprès de mettre du temps à jouer pour atteindre le time en fait, et soit gagner le match, soit avoir une égalité, quoi, alors qu'on n'est pas en position favorable. Et du coup aussi, le coup des tours qui sont très longs, ça c'est un reproche qu'on voit énormément, mine de rien, c'est que, bon, c'est le reproche avec tous les hyperboles du monde, hein, c'est ça aussi qu'on va peut-être un peu essayer de remettre en place, mais le côté, les tours sont super longs, les mecs jouent pendant 10 minutes, 20 minutes, c'est ça, qu'est-ce que t'en penses par exemple, Red? Bah, c'est un peu faux. En fait, ce n'est pas vraiment le deck méta ouais, qui fait les tours longs, etc. Non, c'est plutôt si le deck est combo-based ou non, justement. On va dire, par exemple, là, on va prendre l'exemple de Sky Striker ou Altergeist. Ces deux decks ne sont pas vraiment au combo, c'est plus du deck contrôle. Leur tour ne dure pas plus de 5 minutes maximum, quoi. Et Oui, encore, 5 encore, minutes, et c'est long. encore. 5 Parce qu'au minutes, c'est final, long. je dirais que 5 minutes, ça serait plus justement les decks combo quand tu sais les jouer. Bah Quand tu oui. sais jouer, même à l'époque, parce que là il y a eu la banlist qui a pas mal ravagé les gros decks combo. Il y a encore peut-être Thunder Dragon qui est quand même un peu combo, mine de rien, mais il est un peu entre les deux, je trouve. Il est pas vraiment aux extrêmes. Mais typiquement à ce niveau-là, même quand tu connaissais bien ton Cookie ou ton Dark Warrior,
même les FTK, on en reparlera un peu plus tard, mais tu pouvais le faire relativement vite. Alors, avant juste de passer la parole à Dorian, je vais aussi préciser un petit truc auquel j'ai pensé, c'est que je pense quand même que la plupart des gens, pas tous, il y en a clairement qui disent qu'ils ont eu ça, mais il y en a beaucoup qui clairement ont affronté ces decks sur des simulateurs en ligne. N'oubliez pas que sur les simulateurs, c'est forcément plus long. Vu que faut appuyer faut cliquer, faut activer machin, c'est forcément c'est 2 à 3 fois plus long que quand on peut utiliser nos mains et notre bouche pour parler. Ça, juste, voilà, prenez ça en compte. Vas-y Dorian, je te donne la parole. En fait, les combos decks qui prennent du temps, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à la méta en fait. Enfin, je vais prendre un exemple tout bête, mais un deck comme Mermail qui est capable de faire un extra link, ça va aussi prendre du temps à jouer, et pourtant c'est pas méta. Et au final, quand on regarde un match en fait que ce soit de YCS ou même de petits events et tout, les decks combos vont pas prendre tant de temps que ça, vont pas tant prendre de temps que ça à faire leur combo en fait. Enfin, honnêtement, 5 minutes c'est déjà énorme quoi. Vraiment, même en prenant le temps de réfléchir, etc. 5 minutes, tu vois, on va dire que c'est un temps quand même. Le mec a pris le temps de réfléchir et tout, on va dire. Et au final, quand on regarde, il n'y a pas tant de decks que ça qui prennent 10 minutes à jouer. Enfin, le dernier format, on avait Dark Warrior qui faisait son combo en quelques minutes. On avait Danger FTK c'est vrai que Danger FTK prenait vraiment 10 minutes, ça c'est un fait. On prenait du temps, mais voilà. Et le reste, on avait quoi? On avait SS qui prend quelques minutes, pareil, à se jouer. Altergeist, pareil. Enfin, Altergeist, ça se résume à j'invoque normalement un monstre, je pose mes cartes face cachée, et puis voilà, le tour, il est fini. On avait quoi? On a Burning Abyss qui prend pas beaucoup de temps. Enfin, vraiment, les decks qui prennent énormément de temps, il y en a que très peu. Le dernier format, il y a que Danger FTK qui me vient en tête, quoi. Ça, au final, je trouve que c'est un argument qui est pas faux, mais qui est surtout à mesurer, en fait. Oui, d'une part, éviter de trop extrapoler, je vais y arriver, et surtout éviter de dire, la méta, c'est ça. Et c'est tout le temps ça depuis 15 ans. Parce que c'est faux. Et je pense que c'est peut-être ça qui est un peu le plus frustrant, c'est que on colle cette étiquette à la méta en général, alors que c'est une étiquette qu'on peut coller qu'à certains decks précis. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Parce que ça, on va pouvoir un peu étendre par la suite. Sur d'autres idées. J'ai pas d'autres choses à ajouter pour l'instant. Très bien, donc, justement, grand 3, pas assez de diversité dans la méta, globalement. Alors, là-dessus, je vais commencer à ranger certains arguments, même si ils sont qu'en partie liés à ça, mais pour moi, c'est un argument où chez certains, ça sent clairement c'est nul parce qu'on n'est pas dans l'animé. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en voit beaucoup qui fantasment sur un espèce de format où tout le monde a son propre deck, et où tous les decks peuvent se valoir. Parce qu'effectivement, quand on regarde dans l'animé, c'est plus le personnage et ce qu'il est, ou son évolution, qui le place en termes de puissance par rapport aux autres. C'est de temps en temps certaines cartes, bien sûr, un peu le deck, ne serait-ce que un truc tout con, mais dans la série originale, ceux qui avaient les dieux égyptiens, ils étaient très puissants, juste parce qu'ils les avaient, même si ça les rendait pas imbattables. Ça c'est un peu le même principe, sauf que globalement dans la série on est quand même sur le joueur qui est quasi totalement ce qui définit sa puissance et pas son deck. IRL c'est pas comme ça, et ça peut pas être comme ça selon moi, c'est pas possible avec un jeu qui a 9000 cartes d'avoir une méta ultra diversifiée. Qu'est-ce que t'en penses, Grêle? Effectivement, en fait, je pense que il y a qu'à voir les chiffres des YCS, etc., les tops, pour voir que si, il y a quand même une grande diversité de la méta. Moi, pour avoir fait le YCS Milan, on regarde les chiffres. Déjà, prends Kids. Personne, à la base, tout le monde était en mode, non, mais le deck, il est nul, etc. Il y a des mecs qui l'ont buildé pour l'event et qui ont topé avec. C'est même le deck qui a fait top 1 à Milan. Du coup, je pense que l'argument pas assez de diversité, il est totalement caduque parce que en fait, juste les chiffres démontrent complètement l'argument qu'il n'y a pas un ou deux decks, 3 decks dans le méta. Enfin, qu'il n'y a pas 3 decks qui peuvent topper dans le méta. Il y en a plein qui peuvent topper. Ah oui, là-dessus, je vais être assez d'accord, c'est ce côté où la méta, faut pas voir juste les plus représentés dans les tops. C'est-à-dire qu'un top 32, certes, on va dire le tier 1, ça va vraiment être les decks qui sont dans les 3-4 premiers dans les plus représentés. Mais derrière, ça a topé, et même parfois, t'as des decks, peut-être 25%, j'invente un résultat, mais par exemple, dans un top 32, t'as 25% du top 32, c'est du Thunder Dragon, mais ils ont pas passé le top 8.
J'invente un truc, mais Oui, ça peut non. arriver des trucs comme ça. Donc faut toujours nuancer un petit peu. Enfin, Red ou Dorian, est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter? Hmm. C'est, Oui, choisissez. non, non, c'est juste, en fait, c'est deux points. C'est que le premier, en fait, cet argument-là, à mon avis, il vient d'une époque, de l'époque 2017 environ, où on était en format T0 avec Zodiac, et ensuite, juste après, on a eu format T0 avec Spiral, où en effet, les decks n'étaient pas diversifiés. Enfin, Zodiac, tu voyais du Zodiac, mais dans tout ce qu'il y avait. Spiral, c'est pareil. Enfin, Spiral, tu n'avais quasi aucun deck qui était capable de l'affronter à armes égales. Mais quand on regarde 2018 et même là pour début 2019, 2018, on a eu par exemple World Chat qui a remporté un YCS, personne s'y attendait. On a encore une fois World Chalice qui est arrivé en deuxième du championnat de France, si je me rappelle bien, personne s'y attendait. On a eu Prank Kids qui a gagné. On a eu, mais vraiment, on a eu beaucoup de petits decks, etc., qui ont fait du résultat. Donc je pense que au final, c'est plus une question de comment tu vas build le deck et comment tu vas le préparer en fait pour un event qui va faire est-ce qu'il sera joué ou non. Et voilà. Et le deuxième point en fait, c'est que on peut dire il y a pas de diversité, mais d'un autre côté, il faut aussi s'intéresser à l'intérieur de la méta entre guillemets et voir en fait les diversités dans les decks en général. Parce que tu regardes par exemple, il y a quelques semaines, enfin il y a même un mois ou deux, les gens jouaient Thunder Dragon en pur. Puis ensuite, ils ont commencé à découvrir Fairy Tail Snow, ils se sont mis à jouer avec Brilliant Fusion. Puis ensuite, ils ont commencé à jouer avec l'Engine Danger parce qu'ils se sont dit que l'Engine Danger, ça te faisait Curious et Curious envoie Snow au cimetière et que c'était trop fort. Et au final, tu as l'évolution d'une méta dans l'interne qui fait qu'un deck Thunder Dragon va évoluer pendant la méta en fait et que les choses ne restent pas comme elles sont. C'est-à-dire que les gens pensent que ouais bon bah Sky Striker c'est Sky Striker, Thunder Dragon c'est Thunder Dragon et voilà. Et au final ils voient pas l'intérieur que les decks en eux-mêmes évoluent et ne sont jamais la même chose en fait. Donc voilà. Ah oui, ça, je vais être assez d'accord. Pour moi qui joue Magicien Pendule, donc depuis quand même maintenant Ouais. quelque chose comme 2 ans, et c'est pareil pour toi, Red, qui joue Bah, Metal Force depuis plusieurs années. Bon, nous, en plus, c'est-à-dire que l'exemple Thunder Dragon, il m'intéresse parce que le deck a changé sans banlist. Oui, oui. C'est ça qu'il faut voir, c'est que même sans banlist, le deck a évolué. Mais quand on prend évidemment au niveau de la banlist, c'est encore plus flagrant le nombre de decks qui sont obligés de changer, de s'adapter. N'est-ce pas? Donc avec par exemple Electromite, hein, Red, bah ouais, ça m'avait pour fait nos mal. decks, Là, maintenant, là, j'essaie de découvrir des Astrographe. petites engines, justement. Oui, Astrographe aussi. Mais là, j'arrive quand même à faire des boards quasi similaires à avant, quoi, voire même plus forts, hein. Malgré qu'Astrographe soit ban et qu'Electromite soit à une. C'est ça en Après, fait, on découvre de nouveaux potentiels bah, dans les decks. bah là, par exemple, j'ai découvert un petit combo avec Cyberstein qui vient d'être déban, avec Road Synchrone. En gros, je peux invoquer Exterio Naturia si je fais Road Warrior, quoi. Ce qui est assez facile dans ce deck en plus. Et Ouais, donc ouais, la clique dessus, vraiment. Extérieur, autant dire, si l'adversaire n'a pas pour, si l'adversaire, par exemple, ASS et qui n'a pas les moyens de contre Extérieur, il est mort, hein. Enfin, je pense Ouais, que c'est voilà, ça. Et puis aussi, on parle très peu, je trouve, du side deck. Je trouve que c'est quelque chose qui est très oublié par la sphère un peu moins habituée au Bah, compétitif. ah oui, C'est que alors c'est c'est super là-dedans aussi important. qu'on voit énormément d'innovation. Parce que le side, c'est super capital. Savoir quoi sider, quoi enlever, quoi mettre, quel deck card utiliser. On voit des nouvelles tech cards pour chaque deck. À chaque YCS, il y a des roulements. Un coup, un deck va jouer Pancratops, un coup, il va pas le jouer parce qu'il va aller chercher un autre truc. Enfin, je prends l'exemple de Pancratos, il y en a plein. Il y a toujours des innovations. Et ça, d'ailleurs, on le voit autant dans le TCG qu'en OCG. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Pareil. Alors, on va peut-être pouvoir passer au 4e point, parce que le dernier point sera vraiment le plus mastoc. Donc, l'avant-dernier point, le prix des cartes, des decks, et aussi les balises commerciales. Donc ça va un petit peu Alors, ensemble. C'est vraiment l'idée que, bah oui, Konami est une entreprise et veut faire de l'argent. Donc Red, vas-y, j'ai l'impression que tu avais quelque chose à dire, donc bah, surtout que commence. c'est un peu faux par rapport à ça. Bon, oui, les decks sont chers, mais regardons par exemple le format Teledad ou même avant, c'est-à-dire Lexworn, Dad Return, etc. Autant dire, les decks méta aujourd'hui sont vraiment accessibles par rapport à avant. Là, avant, le plafond des 1000 € était souvent dépassé pour un deck. Là, maintenant, c'était 500 €, c'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, et en plus, le coût des decks, généralement, c'est quelques cartes très précises, et le reste est pas cher. Ce Oui, qui va se voilà. voir encore Alors, d'autant plus avec Salah. Donc vas-y, Grel. alors en fait, le truc qui coûte cher, c'est pas les bases de deck. Bon, SS, à la sortie, les Engage valait 85 balles, les encres 40. Enfin voilà. Mais
En fait, globalement, les bases de deck en elles-mêmes, elles coûtent pas tant que ça. Ce qui coûte le plus cher, c'est les staples, Ghost Bell, Infinite Impermanence, Boral Sword, ce genre de trucs. C'est ça qui coûte cher. Sauf que le truc, c'est qu'une fois que tu les as, t'as plus besoin de les racheter, à contrario des bases de deck. Du coup, sur le court terme, t'as un budget qui explose, mais sur le très long terme, par exemple, quand tu joues depuis 2-3 ans, bah, t'es globalement tranquille parce que t'as déjà tout ce qu'il te faut. En fait, t'as juste à racheter les bases de deck. C'est pour ça que je pense que le prix des decks, c'est pas, enfin, pour quelqu'un qui commence le compétitif, c'est sûr que ça peut être un obstacle parce que tu commences, t'as rien. Enfin, moi, quand j'ai vraiment commencé à jouer compétitif, au début, je l'ai bien vu, hein, sur mon compte en banque, j'ai fait, ça pique, mais je savais dans quoi je m'engageais en voulant, financièrement, en voulant faire ça. Du coup, j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise, je savais ce que ça entraînerait. Du coup, je dis bon ben je sais ce que ça entraînera financièrement parlant, du coup je vais le faire, mais je vais assumer les conséquences derrière, manger plus de pâtes parce que voilà, les étudiants obligent, etc. Ouais, Pas de ça j'aime bien. carbo. Ah Mais bah enfin voilà, je complètement, hein. pense je pense Pas de que carbo le méta. prix des decks, c'est quelque chose qui peut hérisser le poil de beaucoup de joueurs qui veulent se lancer dans le compétitif et qui n'ont rien. Mais plutôt que de petit conseil, si vous avez un DC à proximité, etc., plutôt que de tout acheter d'un coup, l'erreur que j'avais faite quand j'ai commencé le compétitif, achetez petit bout par petit bout. Prenez pas forcément en full rareté, ne faites pas comme moi, hein, qui pimpe absolument tous ses decks. Alors, je tiens juste à rajouter un petit truc. Elle dit son décès, c'est le Duelist Center. Elle est pas en train de dire que si vous avez un décès, il faut hériter afin de pouvoir investir. Je précise. Elle serait capable. Mais voilà. Ça le Elle pire. serait capable totalement. Non, mais je suis assez d'accord avec ça parce que J'ai pas il y a une fini. critique qui revient. Ouais, il y a une critique qui revient pas mal quand on compare à l'OCG notamment. Je l'ai pas C'est fini. qu'en OCG. Ah oui, t'inquiète pas, je te redonne la parole. C'est juste que il y a un tremplin, je te la redonne après. Je vois qu'en OCG, effectivement, les cartes sont un peu moins chères. Faut voir que là-bas, par exemple, dans leur booster, les cartes avec les hautes raretés, on les trouve en plusieurs raretés. Faut voir ça aussi. Il me semble que tout ce qui est secret et au minimum en ultra et en super aussi dans le même pack. Enfin, j'ai des histoires comme ça. Donc leur système de pack est complètement différent. Après, ils ont moins de cartes par pack, il me semble. Ouais, ils sont à Effectivement, 5. ouais. Mais effectivement, là-bas, c'est moins cher. Bon, c'est comme ça. C'est sûr qu'en TCG, je suis assez d'accord pour dire qu'on a toujours été un peu des pigeons. Un peu. Ouais. Alors vas-y, Grel, je te laisse continuer, Du coup, excuse-moi. je disais, si vous avez un duel center près de chez vous, je pense que c'est le cas de la plupart des joueurs qui veulent jouer compétitif, puisque c'est toujours plus drôle de jouer avec les copains à gros niveau. Faites-vous prêter les cartes. Enfin, si vous connaissez, enfin, dans mon cas, par exemple, pour, comment ça s'appelle? Je vais à Düsseldorf, pour le YCS Düsseldorf, on va me prêter les Infinite Impermanence, puisque j'en ai qu'une, malheureusement. On va me prêter les Impermanence, on va me prêter toutes les cartes qui me manquent. Mais du coup, les Infinite Impermanence. Mais enfin voilà, si par exemple un joueur qui commence, qui veut jouer par exemple Salamangreat, faites-vous, enfin déjà vous aurez pas les haches, ça tombe bien, elles sont dans le deck de structure, hein, le hasard fait bien les choses. Et mais faites-vous prêter les cartes et achetez par exemple même juste par exemple une Infinite par mois, genre ça fait même pas 100 balles de budget par mois, c'est bon, moi, ça me paraît correct. Après, quand on joue compétitif, forcément, hein, faut accepter de mettre de l'argent dedans. Mais je pense que dire non, mais les gens qui jouent compétitif, ils mettent beaucoup trop de sous, ils mettent euh, beaucoup trop de comment dire, de groupes, de sous, pardon, dans les cartes, dans ce genre de choses. C'est des gens qui ont la plupart. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui jouent compétitif, c'est qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, ils ont l'argent. Du coup, je vois ça plus. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Alors moi, je vois ça comme qui ont envie, mais qui ne peuvent pas et qui du coup ne peuvent pas ou ne veulent pas juste par frustration, par je sais pas quelle raison, et qui du coup bah se trouvent entre guillemets des excuses pour ne pas. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un argument qui est recevable, mais je pense que dire oui, mais quand même ça coûte cher, etc. C'est pas le problème de Konami, c'est les joueurs qui fixent les prix à l'unité. Ça, faut pas oublier. Konami n'a aucun poids sur la vente des cartes à l'unité, que ce soit sur Card Market, TCG Player ou les groupes Facebook. Après, il y a les drop rates et les short print et tout ça Il qui y a font pas que ça. forcément Par monter les exemple, prix. je vais prendre le Il y a cas. pas que ça, mais il faut. Prendre le cas de Je CIO. veux juste. On va prendre le Oui, cas. je veux juste préciser pour les gens que on est conscient qu'il y a aussi du Konami. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a pas que ça. On va prendre le cas de CIO. Lorsque l'extension est sortie,
les gens étaient hype, comme toujours. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une extension, les gens sont en mode « Oh mon dieu, mais il y a des trucs trop bien dans cette extension ». Sauf que, objectivement, pour le compétitif, il y a quoi? Il y a Boral Sword et les dangers, et les monstres, hein, à savoir Bigfoot, qui est joué à 1, Nessie, Jackalope, que les vrais appellent Pampan d'ailleurs, et, euh, et c'est tout. Et comment il s'appelle? Chupacabra. Il y avait rien dans l'extension. Du coup, forcément, les gens ont pas acheté beaucoup de boîtes. En plus, Boral Sword, c'est une short print. Du coup, il valait 50 en sneak peek. Maintenant, il vaut 110. Je parle en termes en français. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas ouvert de boîte. Parce que c'était une short print. Donc, le prix des cartes est influé par le nombre de tirages qu'on a de boîtes, mais aussi par le fait que le nombre de boîtes qui sont achetées et le nombre de tirages d'une certaine carte. Je vais prendre le cas de Flood. Les Infinite Impermanence, elles auraient coûté beaucoup plus cher que Boral Sword si le kit avait pas été excellent. Dans Flood, on a Ibli, on a les Knightmare, on a Multifaker, on a Impermanence, on a Ghostbelv. Il y avait plein de trucs dans ce set. Il y avait Empire Sucker, même si ça, c'est Trisbaena aussi. Trishbaena. Enfin, il y a plein de trucs dans le set. Du coup, les gens achetaient en masse. C'était forcément rentable d'acheter cette extension-là. Ouais. Sauf si Ah oui, celle-là était très bonne. sauf si t'avais la secret de merde, c'est quoi? Ouais. Il y avait les Mythical Beasts aussi pour. Il y avait pour les Mythical. C'est dans Expo, non, ça. c'est dans Expo. Non, c'est dans Expo. Je confonds avec un autre truc. Mais voilà, c'est ma ça faute, pour dire, il faut comparer. C'est pas parce qu'une carte est short print qu'elle vaudra forcément cher. Infinite, elle était short print, Ghostbell aussi. Pourtant, il y a l'utilité de jeu aussi qu'il faut voir aussi, mais pourtant, elles valent pas si cher que ça comparativement à leur tirage parce que les gens ont acheté beaucoup de boîtes. Voilà. Je suis assez d'accord globalement. Après, parce qu'il y a vraiment cette critique du Yu-Gi-Oh! C'est un pay to win. Et je trouve que c'est vraiment pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, oui, avoir 3 Infinites dans ton deck, ça t'aide. Mais c'est pas, je veux dire, tu vas avoir tes Infinites à chaque match-up. Donc c'est pas 3, enfin, à chaque duel, quoi, de chaque match. Rappelons que si vous faites un YCS, allez, en moyenne, vous allez vous faire quoi? Entre 25 et 30 duels. Vous allez pas avoir une Infinite à chaque fois dans la main, hein. Et pourtant, c'est pas parce que vous allez pas avoir une Infinite que vous allez perdre. Donc, il y a des mesures à faire aussi. Merci Dorian. Là-dessus, déjà, j'ai 2 trucs à dire. C'est la première, il y a des formats où forcément, oui, ça coûte cher de jouer. Je vais prendre l'exemple de 2018. On n'a pas eu beaucoup de decks vraiment assez, vraiment super cheap, quoi. Voilà. Après, je vais prendre un autre truc tout bête. 2016, on avait Monarch. Monarch, ça coûtait 30 balles à tout casser. C'était 3 structures deck, voilà. On a eu 2017 avec Dino. Dino, on va dire, si tu voulais vraiment le rendre full compétitif et tout, tu prenais 3 structures deck, tu prenais Diagram et le True King Terre, ça te revenait à aller à 200 € environ. On a Salamandre qui va sortir, qui coûte 30 € à tout casser parce que il faut juste 2 cartes de Savage Strike qui sont en rare ou en commune, je sais plus. Il y a 3 rares, voilà. Il vous faut la fusion, Ouais, la magie de fusion et le Link 2. Et encore, voilà. les fusions, c'est entre guillemets dispensable. C'est-à-dire que il C'est faut un juste le Link 2 pour faire tourner le deck. C'est la seule carte qui est absolument nécessaire à ajouter aux structures deck. Voilà. Et Donc ça va, quoi. Voilà. Pourtant, il y en a certains qui pourront dire ouais, mais c'est des structures deck, c'est pas ouf et tout. Enfin, je suis désolé, mais 2016, le format a été quand même très longtemps dominé par Monarch et les différentes versions de Monarch. Je sais que moi, l'UWCQ, je suis arrivé au jour 2, j'étais en X1, j'ai fini en me prenant 3 défaites contre 3 joueurs Monarch. Donc j'ai pris la douille, quoi. Et non, mais voilà. Et au final, voilà. Après, le deuxième argument, c'est que, ok, admettons, ça coûte cher. On va dire que pour les gens, on va dire que 300-400 €, c'est cher. Déjà, tu Oui. regardes, comme l'a dit Red dans le passé, Télédad. L'époque de Dad coûtait entre 100 et 150 $. Donc ça veut dire qu'il t'en fallait 3, ça te faisait entre 300 et 450 $, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf. C'est 3 cartes qui coûtaient le prix d'un deck de maintenant. Pour Et un autre rajouter, truc, ouais. ouais, voilà. Là, Et le Dad, truc, il avait aussi monté à 300 à un moment. ah oui, Pièce. carrément. Mais perso, je jouais pas, mais voilà, quoi. Quand tu entends les prix, tu te dis putain, mais c'est irréaliste, c'est ouf. Et quand tu vois maintenant, en fait, tu te dis 300-400 € pour un deck méta complet, c'est assez correct. Et un autre truc aussi, c'est que c'est une passion. Faut le voir dans ce sens-là, c'est-à-dire que si votre passion, par exemple, c'est les courses de voitures, vous construire une voiture de course, ça coûte cher. Si votre passion, c'est les jeux vidéo,
acheter un PC gamer, ça coûte cher. Acheter les Même jeux, une ça coûte console, cher. hein. Une Oui, même console, c'est une. un deck méta, hein. En Oui, termes de voilà. prix, c'est Voilà, pareil. exactement. On est d'accord qu'une console toute neuve, c'est Une le prix d'un console et deck les méta. jeux, hein. Oui, 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 je suis complètement d'accord. Et au final, c'est ça qu'il faut voir. C'est Yu-Gi-Oh! Quand tu le prends en soi-même, tu fais 300-400 € un deck méta, tu dis ah oui, en fait, c'est cher et tout. Quand tu compares au reste des choses, c'est-à-dire à Yu-Gi-Oh! Ce que c'était le prix avant, et aux autres passions que tu peux avoir dans la vie et tout, au final, c'est un prix assez normal, quoi. Enfin, un autre truc, c'est je pense à l'équitation. Je m'y connais pas trop en équitation, mais je suppose que acheter un cheval et acheter l'équipement, ça doit coûter cher, quoi. Enfin, Alors voilà. après, oui, je précise, au niveau de là, parce que je sens venir la critique du oui, mais enfin, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand tu achètes une console, quand tu achètes des jeux, il y a de la R&D derrière, il y a des développeurs derrière, donc t'achètes vraiment un produit, quoi. Alors que là, t'achètes des bouts de carton. Mais bon, c'est pas vraiment de cet angle-là qu'on aborde. C'est-à-dire que Oui, oui, oui. Puis même, enfin, c'est le côté coût de la passion. voilà, Là, vraiment, on est sur le côté critiquez pas les joueurs parce qu'ils investissent de l'argent pour leur passion. C'est exactement. ça qu'on est en train de dire. C'est en quoi est-ce que mettre de l'argent dans quelque chose qu'on apprécie, c'est mal, en fait. C'est si j'aime un pain au chocolat, pourquoi est-ce que je vais me priver d'acheter un pain au chocolat parce que je trouve que, enfin, parce que un inconnu dans la rue trouve que le prix est trop élevé. C'est ça le truc. N'hésitez pas à dire si vous dites pain au chocolat ou chocolatine dans les commentaires. Euh, Oui. voilà, est-ce que Red, tu as quelque chose à ajouter ou... Non, pas Parce qu'il y a le vraiment. côté banlist aussi, il y a la banlist aussi, Ah oui, pour vite la fait peut-être. banlist. Bon, la Après, banlist... Vas-y, Red, au pire, vas-y, c'est vrai que... la banlist, en fait, là, que c'est commercial, des fois, oui, mais c'est pas toujours le cas. La banlist sert vraiment, c'est à rééquilibrer le jeu quand il y a trop d'abus, notamment avec la dernière. Ça, c'est pas faux, c'est vrai que quand on regarde la dernière, elle a été assez assassine. Bon, il y a toujours Sky Striker, ok, on entend les critiques, ok, il y a Sky Striker. Oui, mais après, Mais Sky Striker, bon, faut quand même c'est dire vrai. que le virus est revenu à 3, qui est quand même assez auto-kill si le joueur Sky Striker n'a pareil en main de départ. Bah, disons qu'au au minimum, le virus peut quand même te faire un plus 2, plus 3 théorique, ce qui, contre un deck Sky Striker qui joue beaucoup sur le grind game, l'avantage et tout, ça peut jouer. Et puis encore, parce que s'ils ont même pas rail en main, c'est terminé, hein, le deck il est décédé, donc Bah oui. c'est peut-être d'ailleurs pour ça, ouais, ils ont expérimenté la chose à mon avis. Bon, après je peux comprendre qu'on puisse se plaindre que, à part finalement Drone en septembre, il me semble, il n'y a rien eu depuis. Bon, ok, ça j'accepte. Mais sinon, le reste, vous regardez, les FTK, OTK, on y vient juste après. Mais ils ont quand même réglé pas mal de problèmes. Donc, ça dépend des banlists. S'il y a des banlists meilleurs que d'autres, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Oui. C'est pas non plus Alors définitif, genre les banlists c'est de la merde et tout, quoi. là-dessus, en fait, j'ai un petit truc, c'est que faut voir. Putain, encore une fois, faut voir deux choses. J'ai l'impression qu'il y a que deux choses. C'est que de un, Konami est une entreprise. Leur but, forcément, en tant qu'entreprise, c'est aussi de faire de l'argent. Donc, on peut pas leur dire non, faut pas faire de l'argent, faut essayer de rendre les joueurs contents et tout. Enfin, s'ils font pas d'argent, il y a plus de jeu. Et s'il y a plus Konami, c'est fini. Le jeu, il n'existe plus. Donc, déjà, c'est quelque chose, je pense que voilà. Le deuxième truc, c'est que en général, les gros decks méta, en fait, en général, vont rester environ un an. C'est-à-dire, je prends l'exemple, enfin, moi, je joue depuis 2014. Je vais prendre un exemple tout bête. 2014, quand j'ai commencé, c'était Shadow, le meilleur deck. Il est resté un an, il s'est fait ban ensuite. 2015, on a eu Necrose. Il est resté un an, au bout d'un moment, il s'est fait bannir. Ensuite, on a eu en 2016, bon, c'est un petit peu compliqué 2016 parce qu'il y a eu beaucoup de gros decks, mais on va Pépé, il est dire resté que 2 semaines, hein, c'est... ouais, PPI, il est resté 13 jours. C'est même pas 2 semaines, c'est 13 jours. Mais Ouais, on va mais dire c'est un que cas à part. oui, voilà, les gros decks comme Monarch, etc., sont restés environ entre 6 et 8 mois, je sais plus exactement, mais voilà. 2017, on a Zodiac qui a duré un an. Enfin, faut voir en fait que un deck méta, forcément, entre guillemets, c'est comme on l'a dit, c'est à un certain prix. Donc, Konami sont au courant que si ils vendent un deck très cher et que les gens vont l'acheter, s'ils savent qu'il va se faire bannir au bout de 2 mois, ils vont pas l'acheter. Et donc, Konami fera pas d'argent. Donc, eux, ils partent sur une sorte de vision, entre guillemets. On va le mettre le deck méta, on va le mettre assez cher, les gens vont acheter, ils vont pouvoir jouer un an environ un an avec, et au bout d'un an, on va le ban entièrement. Et c'est ce qui va créer en fait une sorte de set rotation, c'est-à-dire que les gens vont acheter un deck méta, il va rester un an. Durant ces un an, ils vont pouvoir économiser. Au bout d'un an, quand la banlist va arriver, ils vont le revendre et tout, et ils vont racheter un autre deck. Et c'est ce qui continue encore et encore.
Donc, forcément, on peut pas leur demander de faire une excellente banlist tous les 2 mois, qui banne tous les problèmes. Parce que eux derrière, sinon, s'ils font ça, les gens ne vont plus acheter parce que les gens ne seront pas sûrs de pouvoir garder leur deck longtemps et de pouvoir entre guillemets «le rentabiliser» en fait. Et du coup, C'est-à-dire que mettez-vous un peu à la place des gens qui sont dans la méta, qui sont compétitifs. S'ils investissent 500 € dans un deck, c'est pas terrible, quoi, si ça tient pas très longtemps. Et puis, ça va être un peu le lien avec ce qu'on avait dit sur le manque de diversité. C'est que, comme on avait dit, il y a un deck, mais le deck, il évolue. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez Sky Striker depuis mai que c'est le même Sky Striker, même stratégie, même... Enfin, évidemment que le principe du deck, il reste le même. C'est un archétype. L'archétype, il change pas magiquement de texte sur les cartes. Mais la façon de combattre les différents match-ups, le deck, il s'adapte, quoi. Il change un peu de façon de voir ces différents match-ups. D'ailleurs, le meilleur exemple là-dessus, c'est Burning Abyss. Il a tenu 4 ans quand Oui. même. Burning Abyss, donc le deck que je joue, j'ai repris Yu-Gi-Oh! Grâce à Burning Abyss parce que je trouvais les cartes trop stylées et tout. Il a été fait en 2014 et actuellement il est toujours dans la méta. Et il a toujours été dans la méta, hein, quasiment. C'est le deck qui est increvable et tout. Donc c'est vrai que quand tu achètes Burning Abyss, tu as complètement rentabilisé tes 4 années. Mais tous Ouais, les ça c'est decks sûr. voilà, tous les decks méta ne finissent pas complètement bannis, complètement morts, etc. Enfin, voilà. Et puis t'en as d'anciens qui reviennent au bout de Oui, quelques voilà. années, comme là on a eu avec Construct, Ouais, Necros qui revient au fur et à mesure. Voilà, je veux dire, c'est un peu la loi. Tu peux pas forcément, finalement, les decks comme ça, comme BA, comme même Magicien Pendule, et t'en as quelques-uns encore derrière. Il y a Dinosaure. Des decks qui comme ça, Dino, qui arrivent à plus ou moins survivre, à trouver de nouvelles façons de jouer, de plus ou moins rester tier 2, ou très très bon tier 3. Oui, c'est un peu rare, mais en même temps, ça dépend, quoi. C'est un peu plus le hasard, pour le coup, c'est sûr. Je crois quand on a un deck de cœur, bon, ça fait chier de le voir quitter la méta, ou de le voir jamais entrer dans la méta, mais c'est comme ça. Si votre deck de cœur c'est Alien, désolé, quoi, je peux rien, on peut rien faire pour vous. Après, Mais, non, je plaisante. Mais, oui, vas-y. d'un côté, tu vois, je me dis, on a vu des decks comme World Chalice, comme Prankids, etc., toper des gros SIS. Faut vous dire que ça ne s'applique pas à tous les decks, hein. Je mets un gros warning, ça ne s'applique absolument pas à tous les decks, mais on peut build un deck de manière à combattre une méta. Et si vous faites ça, genre, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête, mais voilà, vous pourrez forcément faire pas des gros résultats, mais des résultats assez corrects. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous jouez un deck nul, enfin un deck dont l'archétype est nul, que forcément vous allez jamais rien faire, etc. Si vous regardez la méta, que vous voyez les decks, que vous trouvez une stratégie qui permet de contrer les decks de la méta, et qu'ensuite vous vous entraînez, que vous jouez, que vous connaissez les decks adverses, et que vraiment vous vous spécialisez dans le fait de les contrer, etc., vous pourrez et vous allez même faire des résultats. Mais c'est pas un truc qui arrive comme ça en claquant des doigts. J'ai fait mon deck, 2 semaines après, ça y est, je top un YCS. C'est un truc qui se fait vraiment sur des années, des années et des années. Le meilleur joueur du jeu actuellement, c'est Patrick Auban. C'est celui qui a enfin, j'ai pas les résultats exactement, mais je crois que c'est celui qui a le plus de top de toute sa carrière, de top en gros event, hein. Et il a mis il a mis environ 3 ans à vraiment se mettre à topper, etc. Et au final, 3 ans après, 3 ans après avoir commencé le compétitif, il s'est mis vraiment à avoir des visions qui lui ont permis de révolutionner le jeu à chaque deck qu'il faisait quasiment. C'est-à-dire qu'il a révolutionné le jeu en Dragon Ruler, il a révolutionné le jeu avec Mermail, il a révolutionné Burning Abyss, il a révolutionné tellement de trucs. Voilà, c'est la preuve que si vous prenez le temps et que vous avez la patience et que vous buildez correctement, vous pourrez faire du résultat. Ouais, ça, il y a toujours. C'est ça aussi, cette idée de oui, mais du coup, t'as un deck méta et t'es fort, quoi. Oui, voilà. Ça dépend vachement C'est du totalement joueur. faux. C'est-à-dire que même si vous savez jouer un deck méta, je dis pas, si vous apprenez à jouer Sky Striker, bon, vous savez à peu près comment le deck fonctionne. Forcément, il y a certains decks, bon, même en étant un joueur moyen, vous allez pas trop galérer. Mais voilà, c'est-à-dire que pour atteindre vraiment le top du top, faut vachement maîtriser son deck. Dans tous les decks, il y a des subtilités, il y a des petits trucs comme ça qu'on apprend, on se fait la réflexion, ah j'aurais dû faire ça puis ça, ou j'aurais pu mettre telle carte, finalement ça m'a permis de faire telle chose. Tout ça, faut y penser aussi, mine de rien.
Oui, exactement. Voilà, alors bon, là on se retrouve pour la 5e dernière partie. Ouais, Malheureusement, Grell a dû partir, on Grêle est précise, mort. hein, pour ceux... ouais, là Voilà, on va Grell est morte. s'attaquer au Dom. Rip Grell, et là c'est le gros de la vidéo, et j'ai une vidéo qui est beaucoup trop longue, en fait tant pis, c'est pas grave. Non, mais Grêle Le, nous le... abandonne comme ça juste avant le gros point. Ouais. Mettez des Allez, hashtags merci Grêle dans les commentaires. ouais, et puis hashtag SS égale nazi aussi, tant que vous y êtes, comme ça c'est bien. Alors du coup, la 5e partie, le fun dans Yu-Gi-Oh! Et alors là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Donc, d'une part, le fun est quelque chose de relatif. Je reviens pas à devoir le dire, mais oui, le fun est relatif. Vous pouvez avoir votre propre fun, et je pense que ça c'est déjà le premier message à passer avant qu'on parle du reste. Si votre kiff c'est de jouer les dieux égyptiens parce que c'est l'animé et parce qu'ils sont trop classe et machin, bah oui, faites-le. Faites un deck du égyptien, c'est très bien. Si ça vous amuse, tant mieux. Si vous préférez jouer à Duel Links, jouez à Duel Links. Si vous préférez les speed duels, vous jouez speed duels. Si vous préférez jouer sans banlist entre potes, ben jouez sans banlist entre potes. C'est vous qui voyez. Voilà, tout ça juste, je pense qu'on peut, là aussi on est tous d'accord. Vous jouez comme vous voulez. Le principe, c'est pas d'imposer son point de vue aux autres. Le principe, c'est d'essayer au moins d'admettre que le point de vue des autres n'est pas forcément inférieur au vôtre. Et que le fun des autres n'est pas forcément inférieur au vôtre. C'est au moins ça que je pense qu'il fallait dire en préambule. Bon, par quoi on commence? Parce que y a beaucoup de choses à faire. Bah, Peut-être... Allez, Attends, je regarde un petit peu ce que j'ai de côté. Bon, obligé de jouer méta pour gagner contre un deck méta, ça finalement on l'a un petit peu déjà traité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah le côté aussi, ouais, tiens, par exemple ça. Le fait que, en gros, en méta, c'est du tryhard, et que les gens, ils jouent pour gagner. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire bah, là-dessus? Yu-Gi-Oh! À la base, c'est fait pour gagner. Réduire les points de vie de l'adversaire à zéro, c'est gagner, quoi. Donc, cet Ouais, argument, il est pas vraiment. Ouais, il est pas vraiment valide, quoi. Bon, en après, je fait, laisse Dorian compléter ça. je pense que là-dessus, la vidéo de Farfas sur les joueurs casual était très bonne là-dessus. Euh, c'est un joueur compétitif, il joue pour gagner. D'accord. Dans ce cas, si tu es un joueur casu, tu n'es pas un joueur compétitif. Dans ce cas, tu n'essayes pas de gagner. Si tu n'essayes pas de gagner, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de perdre, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est à partir du moment où tu vas invoquer un monstre, à partir du moment où tu vas activer une carte magie, piège, quoi que ce soit, à partir du moment où tu fais la moindre action dans un duel, c'est fait pour détruire un monstre adverse ou pour détruire une carte adverse ou pour mettre des points de dommage à l'adversaire. Et donc, tu essayes de gagner. C'est-à-dire que les joueurs compétitifs ne sont pas les seuls à vouloir gagner. Tout le monde veut gagner dans Yu-Gi-Oh! L'argument en lui-même ne fait pas énormément de sens parce que il, il s'applique à tout le monde en fait et pas que aux joueurs compétitifs. Et du coup, pour étendre l'argument vers ce qui je pense est quand même plus réel, l'argument plus réel, plus compréhensible, c'est le côté, surtout, les joueurs compétitifs ne jouent que pour gagner et pas pour s'amuser en gros. Et on reviendra sur quelques points d'ailleurs juste après en lien avec ça. Je pense que cet argument en fait, tout bêtement en fait, ça vient du fait que les gens s'amusent en jouant et c'est une bonne chose. Et par contre, en fait, ils ne voient pas les autres sources d'amusement dans Yu-Gi-Oh! Et dans Yu-Gi-Oh! En fait, il n'y a pas que le fait de jouer. Je sais que par exemple, je prends un plaisir mais immense, c'est un truc de ouf, à regarder la méta, regarder ce qui marche dans la méta et construire mon Burning Abyss pour counter la méta en fait. C'est toujours maintenir mon Burning Abyss à jour, trouver des nouvelles cartes, etc. pour jouer contre la méta. Ça m'amuse. C'est un truc qui me plaît et c'est voilà. Donc en fait, c'est pas parce que vous prenez du plaisir dans le jeu et que vous prenez du plaisir en jouant, je sais pas moi, en jouant héros élémentaire, homme de feu turbo, quoi, que forcément que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que il y en a qui n'ont pas vraiment de deck de cœur et qui aiment juste jouer un style de stratégie. Il y en a, par exemple, qui aiment jouer les decks avec plein de magie et pièges. Il y en a qui vont aimer jouer des gros dragons qui tapent sur l'adversaire et qui mettent plein de dommages, etc. Enfin, le fun vraiment peut être différent entre une personne et une autre, en fait. Mais ça, parce que pour certains, clairement, de ce que j'ai lu, et ça ressort beaucoup, c'est le côté, vous voudriez que les games de compétitif, ça ressemble à l'animé. C'est-à-dire, tout le monde a son contre au bon moment, avec des retournements de situation de ouf, etc.
il faut bien comprendre que dans l'anime, les decks sont pas consistants, ils jouent plein de cartes pourries ou ultra situationnelles, leurs decks ont pas de stratégie cohérente. Par exemple, ça me permet d'enchaîner sur un autre point, c'est le côté un peu répétitif des decks. Il faut voir que plus meilleur votre deck sera, ben, comment dire, c'est principalement dû au fait qu'il va réussir à sortir une bonne stratégie, et régulièrement. Parce que les decks qui sont bons, et qui à chaque duel quasiment ont une stratégie différente, ça existe pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, dans l'animé, ils sortent, à chaque fois, ils sortent jamais le même monstre, ils ont jamais des mêmes tailles de sortie, c'est-à-dire que parfois, même si tu prends Vrains, la série récente, qui pourtant a fait quelques efforts au niveau des decks en eux-mêmes, parce que on voit beaucoup plus de cartes en plusieurs exemplaires, de choses comme ça. Si vous regardez Altergeist, Gookie, Trickstar, clairement, il y a les personnages en eux-mêmes, on voit, ils jouent plusieurs fois la même carte, ils ont des decks qui ont l'air d'être un peu plus réalistes, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils ont des sorties différentes, plus ou moins à chaque fois, ou un peu différents, ils ont plein de cartes relativement situationnelles et tout, et ça dépend, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout le cas des protagonistes, hein, quand ils ont des cartes vraiment très situationnelles. Évidemment, c'est pour le spectacle. On peut le dire, parce qu'on a tous regardé l'animé. Voilà, moi personnellement, bah, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime l'animé, ce côté, les retournements de situation, les combos improbables parfois, c'est fun. Mais on peut pas appliquer ça à un jeu réel, parce que c'est pas possible. Il y a des histoires de statistiques, des histoires d'optimisation. Le côté, bah oui, vous avez vos cartes en x3, bah, c'est normal, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se priverait, en fait? Ça donnerait un jeu un peu trop aléatoire. Et comme je disais, c'est pas dans l'animé où t'as l'impression que finalement, c'est comme si les personnages avaient des decks ultra versatiles, qui peuvent faire plein de trucs, mais ils ont toujours ce qu'il leur faut au bon moment. C'est pas comme ça que ça marche, Yu-Gi-Oh! Il faut construire sa stratégie autour de quelque chose de cohérent, qui est régulier dans ce qu'il fait, qui a un objectif clair. Ça veut pas dire qu'il peut pas être versatile, mais c'est pas le même type de versatilité, et c'est d'ailleurs plus une versatilité généralement dans l'extra deck. Alors, vas-y, Red, par exemple, qu'est-ce que tu aurais à ajouter là-dessus? Bah, après, oui, là, concernant les cartes situationnelles qu'on voit dans l'animé, c'est surtout pour le scénario, quoi. C'est pour faire avancer l'histoire, notamment lors du duel. Mais ça, on ne peut pas Et la retranscrire narration, ça et la dans... narration Oui, aussi. et la narration. Mais on peut pas retranscrire ça dans le jeu, c'est totalement impossible. Parce que justement, nous, on a tout ce qui est statistique, comme l'a dit Yuri-sama. Ouais, il y a tout ce qui est statistique, il y a les contre adverses, parce que là, notamment, ce qu'il a comme end trap, par exemple. Et voilà, après, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Tu as déjà tout dit, quoi. Avec d'ailleurs, ce qui est marrant quand on regarde l'animé, c'est on voit que t'as beaucoup d'effets de cartes qu'on voit très peu. Les effets pour se débarrasser d'une carte adverse autrement qu'au combat, c'est finalement assez rare dans l'animé, quand on regarde bien. C'est vrai. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se joue. Et du coup, t'as donné un très bon sujet pour enchaîner, les fameux end-traps. Alors ça, c'est assez marrant, parce que il y a un vrai contraste, un vrai paradoxe dans les reproches faux compétitifs, ce qui, C'est complètement paradoxal, en fait. si j'avais envie d'être un peu de mauvaise foi, je dirais que ça montre qu'il y en aura toujours pour gueuler, mais bon, de manière plus intéressante, on va dire que, à la fois, on reproche le manque d'interactivité parce que les tours sont trop longs, et on reproche les end-traps, qui sont par définition quelque chose qui permet d'interagir, même pendant le tour adverse, et même quand on n'a pas commencé à jouer. Mm. En fait, Bah, ouais. là-dessus, en fait, c'est tout bête. C'est les tours, en fait, étaient très très forts. Les premiers tours, etc. C'était vraiment ce qui décidait ce qui se passerait dans le duel. Les entraps ont été créés pour contrer cela et permettre en fait aux joueurs d'interagir entre eux, en fait. Et les entraps, en fait, c'est un petit peu l'équivalent d'une piège de Yu-Gi-Oh de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va jouer Effect Veiler, par exemple, ou Infinite Impermanence. À l'époque, à la place de ça, on jouait Fiendish Chain, etc. C'était des cartes pièges qui annulaient les effets aussi. Et le truc, en fait, c'est que justement, les gens d'un côté vont dire ouais, mais les combos ils sont trop forts, machin, machin, ça prend 10 minutes, ça fait un FTK, etc. Et ensuite, ils vont te dire ouais, mais les end traps, en fait, en plus, les end traps, c'est pas bien et tout, parce que c'est chiant, on se fait interrompre pendant nos combos, machin, machin. Bah oui, mais d'un autre côté, imaginez le jeu sans end-trap, c'est-à-dire imaginez-vous jouer contre un Gookie, imaginez-vous en septembre jouer contre un Gookie sans avoir de end-trap et qui vous fait un extra link et que vous pouvez rien faire en fait. Pareil, imaginez-vous jouer contre AFTK sans end-trap en fait. C'est quasi impossible. Ouais. Alors,
C'est-à-dire que je pense que le vrai reproche qui est beaucoup plus recevable, ce serait de critiquer finalement la façon dont le jeu a évolué de manière générale, le power creep. Et le fait que les premiers tours sont de plus en plus forts, etc. Ça, je trouve que c'est déjà beaucoup plus recevable. Le reproche, clairement, en fait. le jeu est beaucoup trop basé sur le premier tour, les combos sont trop forts maintenant, etc. C'est, on va dire, un reproche qui est recevable, en fait, parce que c'est vrai, on peut pas le nier. Aujourd'hui, le premier tour, vraiment, c'est quelque chose de très important. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que ben c'est pas de la faute des joueurs méta, c'est pas de la faute du compétitif en lui-même, etc. C'est la faute de Konami entre guillemets qui enfin Konami veut vendre des cartes et pour vendre des cartes faut imprimer des trucs qui sont forts quoi. Et au final ils impriment des trucs qui sont très forts et puis voilà ça crée le jeu qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire avec 9000 cartes dans le choix de cartes on peut pas arriver à un point où on va avoir un jeu où tout le monde va avoir une chance, etc. Il y a 9000 cartes, il y aura toujours un deck qui sera plus fort que les autres et qui sera plus rapide et qui enculera tout le monde, quoi. Enfin, des decks en l'occurrence, mais c'est vrai que t'en as pas 50. Après, ça dépend. Il y a des formats, forcément, il y a des formats tier 0, et il y a des formats où t'as une plus vaste liberté au niveau de la méta. Ça, c'est vraiment ultra dépendant du format. C'est pour ça qu'aussi, on peut pas vraiment le reprocher au compétitif. Tu le reproches à un format, ou à quelques formats, mais tu le reproches pas, c'est pas une globalité en fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe. Il y a aussi, comment dire, ce côté, finalement, ça je peux le lier un peu au fait que oui, en gros, maintenant les duels ça dure pas longtemps. Bon, ça aussi, ça contraste avec le côté, les tours durent à 10 minutes, mais à la limite, je peux comprendre ça avec le sens, il n'y a pas beaucoup de tours. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que oui, il y a moins de tours qu'avant, ça c'est indéniable, mais de deux choses l'une. Première chose, en ce moment on est quand même sur une méta, encore plus là dans ce qui arrive, une méta contrôle. Donc une méta qui n'a pas pour but de TOTK. C'est une méta qui a pour but de jouer sur les ressources, et ça forcément t'as plus de tours. À chaque fois que j'affronte Sky Striker, on arrive au tour 6, 7, 8, assez régulièrement quoi. Et autre point, c'est que justement, ça vient beaucoup de cet aspect, je trouve, simplement vous affrontez des decks qui sont trop forts pour vous. C'est-à-dire que si vous avez un deck qui est pas super bon et vous affrontez un Sky Striker qui sait jouer, bah ouais, même un Sky Striker, il va vous défoncer rapidement. Mais si vous avez pas la puissance en face, si vous avez pas un peu de répondant, forcément vous vous faites submerger. Faut voir ça aussi. Il y a deux poids, deux mesures. Je pense que oui, c'est le cas. Après, là-dessus, je peux prendre un exemple tout bête. Enfin, en 2017, personnellement, j'ai arrêté de jouer parce que j'avais pas d'argent pour Zodiac, en fait. Et pourtant, Zodiac dans Burning Abyss, ça aurait pu être très fort parce qu'en fait, on aurait invoqué Spade de monstre, on aurait fait XM Saber Invoker, on aurait détaché un, invoqué Ratpier depuis le deck, et puis voilà, on faisait partir nos combos. Mais simplement, moi, j'avais plus d'argent. J'ai pas été en mode, oh mon dieu, Zodiac, c'est trop cancer, c'est de la merde et tout. Non. Zodiac, c'est clairement l'un des moments les plus skillés du Yu-Gi-Oh! Avec le format Dragon Ruler et d'autres. Hein. Ah oui. Mais je pense que c'est pas. Tu me fais penser à un point intéressant. Excuse-moi de te couper, Ouais. Si t'as autre chose, vas-y, finis au pire, mais du coup, en fait, je suis pas parti en critique en mode ouais, c'est de la merde, etc. Non, j'étais juste en mode bon, bah, c'est un fait, j'ai pas assez d'argent pour le moment, c'est un fait. Donc, juste, je vais regarder les gens qui jouent, je vais regarder les YCS, etc. Et puis voilà, c'est pas grave, j'attendrai que Zodiac soit plus dans la méta ou que Zodiac baisse en prix et je reviendrai. Enfin, voilà. Et faut pas toujours se dire que forcément. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il faut pas toujours se dire que voilà quoi, que c'est très facile pour nous, etc. quoi. C'est pas comme ça quoi. Parce que en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je disais tout à l'heure que globalement le side deck était souvent très oublié, notamment son importance chez les joueurs un peu plus occasionnels, qui se rendent pas nécessairement compte parce qu'ils ont pas beaucoup d'expérience. Bon, ça c'est normal, mais faut pas oublier qu'une méta, en fait quelque part, c'est bizarre parce que d'un côté, les formats tier 0 ou avec très très peu de decks compétitifs, ça c'est vraiment extrêmement polarisant parce qu'on a ceux qui n'aiment pas ça, parce qu'ils aiment pas les decks qui sont actuellement, le ou les decks qui sont au-dessus, donc du coup, bah ils aiment pas. Et t'as ceux qui aiment, et moins il y a de decks, plus c'est skillé, parce que plus t'as de gens qui jouent le même deck, plus il faut de skill pour topper,
plus faut être bon, et aussi, plus le side deck est encore une fois renforcé. Et c'est surtout, moi perso j'aime pas trop les formats pas variés, mais c'est une préférence, vous voyez, je peux comprendre que des joueurs aiment les tiers 0 parce que ça demande beaucoup de skill justement. Et dans un format qui est trop varié, et là le side deck il est complètement dilué en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que soit tu vas te préparer contre certains match-ups, mais contre d'autres tu seras complètement nu, ou alors t'essayes de mesurer un peu tout, mais t'as pas des très bons sides, enfin, plus le format est varié, plus c'est compliqué de sider. On peut me dire, on peut dire quelque part, ça peut demander du skill aussi, mais mine de rien, c'est pas la même chose. Là aussi, c'est à nuancer, je pense. Oui, c'est exactement ça. Après, quand un format est très varié, bah, on peut pas toujours sider contre tout, quoi. C'est ça le problème. Et voilà, donc il y a deux visions là-dessus qui sont, je pense, assez importantes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, le côté, le lancer de dés qui est de plus en plus important. Oui et non, ça dépend des match-up. Globalement, oui, mais pas totalement, je dirais, perso. J'ai envie de dire qu'il y aura toujours des decks qui partiront second. Enfin, je prends l'exemple de Make Knight Invoked, il voudra toujours partir second. Burning Abyss, il voudra toujours partir second. Enfin, oui, ça en plus ça dépend. Après, mais je peux comprendre qu'il y ait certains match-up où, effectivement, le lancer de dés peut déterminer pas mal de choses. Mais je trouve pas ça si gros. Surtout quand on est dans des méta plus contrôle, qui est plus lente, où on peut, si on joue bien, et qu'évidemment on n'a pas trop briques, parce qu'il y a toujours la chance aussi à côté, les probabilités d'avoir une mauvaise main, mais on peut remonter un peu. Enfin, je trouve que c'est pas forcément mort, quoi, selon les decks. Je pense aussi que ça dépend aussi du format, comme tu le dis, et puis ça dépend aussi de comment tu builds ton deck. C'est-à-dire que forcément, si tu pars sur un format où tu vois qu'il y a beaucoup de FTK, etc., et que tu pars sur un deck avec aucune end-trap en main deck, oui, là, forcément, ce sera du jet de dés, quoi. Tu n'as aucune chance. Si tu perds le jet de dés, tu n'as aucune chance. Après, si tu te dis, il y a des FTK, il se peut que je perde le jet de dés, etc., tu te dis quand même, je vais mettre quelques end-trap dans mon deck, et puis au cas où, voilà. D'ailleurs, ce qui avait été intéressant, c'est que Simon avait fait une vidéo il y a pas longtemps sur, qui était sur la fin du format précédent, juste avant qu'il y ait la banlist, où il avait montré que, là, dans le format dont on sort, c'est marrant parce qu'il y avait très peu de end-trap utilisés. Et en même temps... Donc, comme quoi, ça aussi, ça varie, quoi. En même temps, il n'y avait pas tant de FTK, c'est-à-dire que les gens se plaignent de comment il s'appelle, de Rongo et de Slash Draw FTK. Enfin, Slash Draw FTK, il a été joué que par Joshua Schmidt, et ensuite, il a plus fait grand-chose, quoi. Et Rongo, le deck était pas si dominant que ça, et même si Rongo était sur le terrain, tu avais des cartes comme Xyz encore qui te permettaient de contrer Rongo, en fait. Donc en fait, même ces types de FTK-là étaient pas si populaires, en fait. Et pourtant, tu vois, les gens s'en plaignaient juste sur le principe que c'était un FTK, ce qui en soi est recevable, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le deck était pas dominant, quoi. C'était pas, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il topait un peu, surtout Rongo, qui était quand même un petit peu joué. Rongo était quand même Rongo était quand même le quatrième, ou enfin, débattablement quatrième ou cinquième, quoi, deck du format. Donc, c'est débattable, mais c'est ça, quoi. Il était pas dans le trio de tête, mais il était pas très loin derrière. Oui, ça je suis d'accord. Donc c'est normal qu'il ait été hit, un perso, je suis d'accord pour dire que ce genre de deck est clairement... Parce qu'il faut dire qu'on sort, là on peut du coup faire une petite transition sur les FTK, on sort d'une année qui a pas été facile, notamment dans sa deuxième moitié, parce qu'on a eu beaucoup de stratégies FTK qui sont plus ou moins des FTK, où ça ressemble un peu, ou dans beaucoup de cas ça va faire un peu le même effet, c'est-à-dire autant les vrais FTK, quoi, avec Firewall, avec les dangers, avec Slash Draw, avec Cannon Soldier, et les stratégies Extra Link, le Rongo, des choses comme ça c'est sûr, je peux comprendre que les gens s'en plaignent, mais il faut voir que même dans la sphère compétitive, on s'en plaint de manière générale. Oui, ça, même nous, on pète des câbles là-dessus. Hein. Après, donc là-dessus, on défend les mêmes causes. Hein. Et après ce format-là est loin derrière nous maintenant. C'est fini maintenant, ça. Ouais, et en plus, avec Salamangreat qui arrive, qui est très probablement un deck qui sera pas forcément très méta au début, mais qui a de l'avenir, c'est à peu près sûr. Là aussi, ça va être un peu moins... il y a Orcus, peut-être, qui va arriver selon les banlists. Il peut être un peu chiant. En vrai, Orcus, c'est à voir. C'est pas
c'est pas un FTK, mais ça va dépendre. C'est-à-dire qu'en plus, il s'est fait un peu toucher encore plus chez nous. Donc, enfin, un peu indirectement avec le Dark Greffer, par exemple. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, il y aura du très très bon support dans Dark Neostorm. Donc, le deck sera très probablement méta. À voir. Il peut faire des trucs un peu sales, mais est-ce que finalement ce sera si sale que ça, si incontournable que ça? Je suis pas vraiment sûr. Le deck a pas l'air. On verra. Ça, l'avenir nous le dira, quoi. Ouais, c'est ça. Il va falloir voir les bannistes Après, aussi. j'ai envie de dire que Yu-Gi-Oh! En fait, ça a toujours été un excellent jeu, avec quelques formats forcément qui sont pas excellents. Mais quand on regarde le grand truc, enfin quand on a une grande vision du jeu, enfin on peut pas dire que tout le temps que des FTK, etc. Enfin, Ouais. 2018, c'était Bah, une d'ailleurs, grosse année au niveau FTK, mais je vais prendre un exemple tout bête. Enfin, 2014, on n'a pas eu de gros FTK qui a topé. 2015, pareil. 2016, bon, 2016, on avait PP, mais PP, ça a duré 13 jours, donc ça compte pas vraiment, et c'était pas un réel FTK. c'est un tiers 0 plutôt, c'est pas. Ouais, c'était plus un tiers 0, mais d'un autre côté, tu vois, tu pouvais quasiment rien Ouais. faire pour contrer le board. Donc c'est tout aussi Ouais, voilà. critiquable globalement. Après, ça a duré 13 jours, donc voilà. On a eu ensuite, après 2016, après, on a eu 2017, donc on a eu Zodiac, donc c'était un tiers 0, mais c'était loin, 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 loin d'être un FTK, parce que les ouais. tours, vraiment, c'était un truc qui durait vraiment longtemps. Enfin, le Mirror Match Zodiac, c'était un truc de ouf. Enfin, voilà. 2018, oui, bon, 2018, on a eu quand même beaucoup de FTK, c'est vrai. Après, voilà. C'est vrai que Zodiac était pas mal réputé pour avoir des tours très longs. Ça, pour le coup, c'est assez vrai. Avec le fameux Fusion Sub Combo. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Que des souvenirs. Qu'est-ce que je voulais des souvenirs, ouais. Non, moi, j'y étais pas encore à ce stade-là. Enfin, je crois que j'ai un peu repris, mais je jouais pas trop compétitif. Donc, Moi, je jouais déjà Stage. je jouais déjà Magicien Pendule, mais non, pas compétitif. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? En fait, on arrive un peu vers la fin. Le côté no fun aussi que j'ai pas mal vu, c'est, je trouve, en fait, une critique globale de la différence entre le niveau des decks, et ce côté, moi, j'ai lu à très nombreuses reprises, en gros, je vais pas en compétitif parce que c'est chiant de se faire OTK tout le temps. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un argument un petit peu plus compliqué à voir, parce que il est à la fois vrai, pas vrai, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de deck qui TOTK, et globalement, si un deck TOTK, c'est que t'as pas beaucoup de résistance en face, donc c'est surtout qu'il y a de base une différence de niveau, dans beaucoup de cas, pas tous. Ça pourrait être méchant, mais ça veut dire que t'es nul. Non, ça c'est fait, arrête. Là, il est non, c'est méchant, c'est méchant, je sur rigole. Mais en fait, si vous avez peur de tout ce qui est OTK, etc., parce que, imaginons, je sais pas, votre DC, il y a plein de decks qui OTK, il y a plein de Cyberdragons ou je sais pas quoi, faut, entre guillemets, revoir aussi votre propre deck. C'est-à-dire, faut pas vous dire je construis mon deck parce que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Faut aussi vous dire il y a tel deck, mon deck il est faible face à telle chose, donc je peux essayer de faire de telle manière pour ne pas mourir par un OTK, etc. Enfin, voilà, il y a toujours une petite stratégie à avoir, etc. quoi. Oui, ça, je suis assez d'accord. Après, c'est ça le problème, c'est-à-dire que dès que vous entrez dans un environnement compétitif, faut pas avoir que votre nombril. Ça peut être une contrainte, parce que finalement on parle ici de critique du compétitif, on parle aussi de ses contraintes. Il y a des contraintes, effectivement, c'est t'aimes ou t'aimes pas, c'est simple, c'est comme ça. Le fait que faille investir, le fait que il faille qu'il faille quand même un peu s'adapter à la méta, etc. Et par exemple, j'avais vu des critiques aussi sur les staples qui sont H, Impermanence et tout. On critique un manque de diversité des cartes. Bon, alors là, je vais un petit peu plaisanter, mais honnêtement, on critique ça, mais moi je regarde le nombre de joueurs qui jouent Mirror Force en casu, je me dis, est-ce que finalement c'est pas la même chose? Bon, évidemment, j'exagère un peu, hein, c'est pas du tout le même impact, mais c'est-à-dire que d'un côté, en fait, on a les joueurs compétitifs qui jouent certaines cartes en commun parce qu'elles sont extrêmement génériques et parce que elles sont bonnes en fait. Et pourquoi jouer autre chose? Et encore parce que généralement, rappelons que même en comptant l'extra deck, t'as rarement plus d'une dizaine de cartes sur 55 qui sont vraiment communes, et encore parce que ça dépend entre les decks. Hein. T'as des decks qui jouent plus de N-Trap que d'autres, t'as des decks qui jouent certaines staples d'extra deck et pas d'autres. Faut quand même choisir les staples que tu joues, hein. C'est pas automatique. Et d'un autre côté, oui, on a des joueurs qui jouent les cartes qu'ils aiment, mais les cartes qu'ils aiment, c'est quand même toujours un peu les decks légendaires, quoi.
Combien de joueurs veulent jouer Dark Magician, Blue Eyes, Red Eyes, Toon? Bon, il y a un moment, faut voir que dans la sphère dans la sphère casu, il y en a aussi pas mal. Il y en a aussi pas mal qui jouent un peu tous les mêmes decks, quoi. Alors, évidemment, ça c'est une partie. La commu casu, c'est pas tout le monde, Non, loin mais de là. d'un autre côté, enfin Je voilà, te relaisse la parole. on le sait tous les trois, je pense, parce que enfin, Red est modo sur la Team Exceed, Yuri et moi, on est modo sur le serveur de Yugi Muto et sur notre serveur Yu-Gi-Oh! Animation. Et on voit en fait beaucoup de joueurs. Et par exemple, chez Yugi, on leur demande de se présenter un minimum. Et il y a énormément de joueurs, par exemple, qui vont jouer des decks comme Blue Eyes, comme Red Eyes, etc. Et pareil, dans les trucs, on voit énormément de joueurs qui posent des questions. Comment est-ce que je peux jouer Blue Eyes avec Chaos Max, etc. Enfin, c'est... On va dire que, ok, admettons, chez les joueurs méta, il y a toujours beaucoup de decks similaires, etc. Mais même chez les casuals, en soi, on voit souvent des decks similaires. Enfin, voilà. Que c'est un peu... Après, j'ai une partie des casus, mais faut Oui, avouer mais qu'en je particulier chez dis ceux pas que... qui aiment l'animé, qui veulent jouer comme l'animé, bah, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'ils jouent un peu tous la même chose. Il y a Oui, voilà. pas tant de decks différents qui sont vraiment ultra populaires chez les casus. Donc, là, encore une fois, c'est pas un problème, vous jouez le deck que vous voulez. Genre, jouez le deck que vous voulez, Oui, jouez voilà. le deck qui vous amuse. Si vous voulez jouer des gros dragons, je veux dire, faut savoir que les Blue Eyes, ils sont quand même très beaux. Donc, si vous voulez jouer Blue Eyes, bah, grand bien vous en fasse. Vous voyez, même moi, j'ai joué Blue Eyes un moment, j'ai fait un deck profile Dark Magician, j'ai déjà joué Crystal Beast, enfin, Dédicace à Mina. Oui, bien sûr, jouez le deck que vous voulez. Dédicace à Mina. Mais, mais voilà, jouez le deck Je que t'aime vous beaucoup. jouez le deck que vous voulez, mais derrière, bah, acceptez que, oui, il y ait des similarités finalement aussi chez les casus, et que les casus, c'est pas comme dans l'animé. Vraiment, casus, ça sonne très négatif, je suis désolé, ça laissait pas du tout Alors, l'attention. le truc, c'est que Mais Casus, ça vient de casual et c'est juste par rapport au temps investi, enfin le temps et l'argent oui, investi. C'est oui, voilà, c'est c'est pas ça, méchant. occasionnel, c'est Voilà, littéralement joueur c'est pas occasionnel. méchant. Et oui, aussi, parlons-en maintenant que Red Son est revenu, il était mute, la notion de deck fun. Alors, Ah, je comprends que l'idée véritable derrière, ça veut dire deck qu'on joue juste pour le fun, aka pas pour la compète. Mais si vous pouviez juste dire deck casual, deck casu, ou simplement deck rogue, évidemment, un rogue deck, c'est un deck qui est pas compétitif, en gros, hein, je grossis énormément les traits, mais dites rogue deck, parce que deck fun, ça me donne vraiment cette idée que les decks méta sont pas là pour s'amuser. Je sais que c'est un peu personnel, ça c'est la remarque un peu personnelle de moi et Red, mais ça démange un peu. bah oui, en fait, le truc, c'est ça laisse entendre que les decks méta sont pas fun, etc., et qu'on s'amuse pas avec, alors que c'est totalement faux. Par exemple, là en 2017, moi je jouais Metal Force Zodiac qui était rogue, même compétitif. C'était même considéré comme un des meilleurs decks du moment. Bah, je me suis vraiment éclaté dessus, hein. Je me suis vraiment éclaté dessus, quoi. Alors que c'est un deck méta. Oui. Et pareil, on a Burning Abyss qui a été compétitif, ça n'empêche pas que Dorian il le joue depuis des années parce qu'il a beaucoup de Ah fun. oui, mais Et moi, moi c'est Burning pareil Abyss, avec Magicien Point aussi, trop parce que kiff, hein. finalement, les gens aiment bien qu'on ait des decks, des decks de cœur. C'est souvent beaucoup les casuals qui ont des decks de cœur, mais finalement, regardez bien, les joueurs compétitifs ont pour la grande majorité aussi des decks de cœur, qui s'adaptent un peu toujours, qui jouent un peu toujours. Vous regardez même dans la communauté anglaise, enfin, Rata qui joue Train, c'est un peu sa marque de fabrique, quoi. Oui, voilà. Et pourtant, il joue pas que ça. Après, un exemple tout bête, hein, un gros joueur actuel qui fait partie du top 8 de la course au World, Thomas Rose. Thomas Rose, il joue quoi? Burning Abyss. Et il change pas de deck, il joue que Burning Abyss. Je vais prendre un autre exemple, un autre joueur du top 8, Joshua Schmidt. Joshua Schmidt, qu'est-ce qu'il fait? Il joue Danger, il joue Danger FTK, d'accord. C'est lui qui a inventé les deux FTK qu'il y avait avec Danger, et il fait que jouer Danger, et à chaque fois qu'il y a une banlist, il adapte son Danger pour pouvoir le jouer, etc. C'est... Même dans le compétitif, il y a des joueurs qui ont leur petit deck de cœur, etc. Et s'ils peuvent jouer leur deck de cœur, ils vont pas se gêner, hein, ils vont le faire. Et pour revenir au truc de deck fun, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez qu'on va dépenser 200, 300 euros pour aller à un YCS, pour passer Pour pas s'amuser. voilà, pour passer 2 jours si c'était pas pour s'amuser?
J'en parlais avec Amir, un ami qui est ODC, c'est que lui, il prend le plaisir de jouer, il le prend vraiment quand il fait des voyages avec ses potes et qui va jouer à d'autres endroits et qu'il est avec ses potes pour se taper des barres, etc. Et pourtant, ça l'empêche pas de jouer compétitif. Et en fait, je pense que là-dessus, faut voir en fait. C'est pas parce qu'on joue compétitif qu'on s'amuse pas. Au contraire, on prend notre amusement dedans. C'est-à-dire que, enfin, tout bêtement, sinon on va pas aller dépenser des centaines d'euros pour un deck, des centaines d'euros pour aller à Düsseldorf pour faire un YCS, parce que faut voir, il faut payer le train ou la voiture, faut payer l'hébergement, faut payer l'inscription, faut payer la bouffe, faut payer les possibles cartes ou sleeves qu'on va acheter là-bas. C'est vraiment très cher en fait de faire ce genre d'event. Et au bout du compte, enfin pour un week-end, on en arrive très souvent à 200 voire 300 euros facilement. Ajouter à ça le prix du deck, c'est-à-dire entre 300 et 400 euros, on arrive presque à 1000 euros pour notre passion, en fait. Et si jamais on ne s'amusait pas, on ne jouerait pas dedans. Parce que c'est bien de dire que les joueurs, ils jouent que pour gagner, etc. Mais ça nous sert à rien, nous, de gagner parce qu'on gagne rien au final. C'est-à-dire que gagner un WCQ, ça vous donne un tapis à 20 euros. C'est, je vais dépenser 30 euros pour aller à un WCQ pour gagner un tapis à 20 euros. Je vais perdre Si 10 tu euros. gagnes, Voilà. en Si, plus. si je gagne, voilà. Il y a une certaine stupidité. En YCS, c'est un petit peu différent parce que, bon, ok, on va dire, il y a la price card. La price card, ça dépend, ça peut se revendre ça dépend vraiment de la carte. Ça peut se revendre entre 300 et 1000 euros, quoi. Mais ça dépend beaucoup trop. Mais forcément, on joue pas à ça parce que, oh là là, si je gagne, je vais gagner de l'argent et tout. Enfin, pas du tout. On joue à ça parce qu'on s'amuse, en fait. Et il faut voir aussi que la compétition, c'est un type de fun en Voilà. soi. Je veux dire, ce qui est marrant, parce que finalement, dans Yu-Gi-Oh!, les gens ont un peu de mal à reconnaître la compétition, alors que si je vous parle de Mhm. judo, bah, il y en Exactement. a beaucoup il y en a quand même très peu qui vont avoir du mal à dire ah non, franchement, je comprends pas comment est-ce que tu peux être intéressé par faire de la compète de judo. Tu vois, les gens se diront, oui, bah, Mhm. il y a des gens, ils aiment faire ce sport. Et c'est pareil, t'aimes jouer. Mais il y a aussi le côté compétition et aimer gagner. Faut voir que quand tu fais un gros déplacement, bah, t'aimes bien y aller avec un deck comment dire, qui, où tu te dis que ah, j'ai des chances peut-être d'y arriver. Alors que si tu fais tout Je comprends finalement ceux qui disent, moi je veux pas aller en gros SIS et tout, parce que j'ai l'impression que finalement je vais y aller pour rien, je vais me faire défoncer. Ces gens-là, je les comprends. Ouais, on est Parce d'accord. que c'est un investissement d'aller dans ce genre d'événements. Et c'est pas que ça. Après, faut voir Oui. que les decks finalement sont plus les rounds avancent, plus ils sont triés, donc plus les rounds avancent dans la journée, plus vous allez être avec des gens de plus ou moins votre niveau, vous allez voir beaucoup de decks variés. Même moi qui ai quasiment fait J2, et encore j'ai pas fait J2 à cause d'une erreur sur le time au SIS Londres, mais même moi genre qui était pas trop mal, vous voyez, qui était dans on va dire dans la moitié haute pendant tout l'event, plus ou moins haut selon les moments, j'ai vu des decks variés, quoi. J'ai vu du Dark Warrior, j'ai vu du Sky Striker, j'ai vu du Necros, j'ai vu du Phantom Knight, enfin, mine de rien, même en compétition, et même quand on a un deck qui est pas trop mal comme le mien, on voit quand même du pays, si je peux dire. Non, c'est T'as vu des exactement ça. modifs. Bah, c'est ça. Non, mais par exemple, vous regardez un deck comme Magicien Pendule qui s'est pris 10 milliards de bannies dans la gueule, on en voit toujours quelques-uns qui top. Et pourtant, il a pas des match-up Ouais, extrêmement mais faciles. Non, je veux dire, contre Sky Striker, c'est pas toujours facile, surtout quand tu commences pas. Altergeist, pareil, et d'un autre pourtant, on côté, peut y arriver. Euh, Moi, j'ai gagné contre un Altergeist en m'étant pris oui. 2 barrières dimensionnelles dans le même duel. Bon, bah, comme quoi, les retournements de situation, ça D'un autre existe, hein. côté, C'est pas, ouais, comment dire, je sais pas s'il y a une expression française, mais, enfin, bref, vas-y. Yori, Pendule, ça compte pas parce que Pendule, vous avez Thrift Gaming avec 5 negate every turn. Insane. Stick to the game plan. Ah oui, non, mais complètement. Non, mais je troll un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des decks comme que ce soit Magicien Pendule, Burning Abyss, parce qu'en soi, Burning Abyss, on dit toujours il a jamais été touché par la banlist. Je suis désolé, quoi. On a Tourguide à 1, on a Cyr à 1, Graf à 1, on a Béatrice Béatrice. à 1. Enfin, voilà, on a pris des coups, nous aussi, hein, vous en faites pas. Mais quand on voit des decks comme ça qui arrivent à prendre des banlists et à survivre, enfin, voilà, c'est, c'est, ça montre aussi qu'il y a aussi de la diversité, parce que, enfin, Burning Abyss, vous allez pas, enfin, si vous vous ramenez à un event, Burning Abyss, vous allez en voir un ou deux dans la salle et vous allez aussi voir un ou deux magiciens pendules, un ou deux
je sais pas moi, genre Gookie, un ou deux Mermail Extra Link chelou, je sais pas quoi. Vous allez voir quelques Thunder Dragon, quelques Sky Striker, etc. Et ça dépend vraiment de vos résultats, en fait, ce que vous allez voir. C'est-à-dire, si vous allez à un YCS avec, bon, je vais exagérer, mais si vous allez à un YCS avec Crystal Beast, Extra Link, Maybe sur le terrain adverse, enfin voilà, vous allez peut-être remporter votre premier round, et ensuite vous allez tomber contre un Altergeist, vous allez perdre, et vous allez tomber contre, je sais pas moi, un joueur dinosaure, vous allez gagner, vous remonterez, et puis vous redescendrez, et puis selon si vous montez ou vous descendrez, vous aurez des decks plus ou moins forts, etc. Enfin, tout dépend des résultats aussi que vous faites, hein. Vous pouvez très bien vous retrouver contre un joueur alien en table 500 parce que vous avez fait que perdre, ou alors vous pouvez très bien jouer votre deck Crystal Beast, Extra Link, Maybe sur le terrain adverse et vous retrouver table 1 contre Joshua Schmidt et son nouveau FTK, quoi. Enfin, voilà, ça dépend complètement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, s'il y en a qui pensent à peut-être venir au championnat de France, moi je l'ai fait l'année dernière, Red était là aussi. Ouais. Dorian, je crois pas que t'étais là. Non, 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 j'étais pas Mais, dispo ce jour-là. mais par exemple, si vous voulez venir, bah honnêtement, venez déjà parce qu'il n'y a pas des masses de joueurs. Enfin, ils prévoient, je crois, peut-être 700 encore. joueurs cette année, 700, 800. Mais donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la taille des plus gros YCS, même pas de la Non, mais moyenne des YCS. venez, il y a David Lafarge, il y a Zulux, c'est tout, c'est venez. Non, mais voilà, il y aura pas mal de monde. Et franchement, même moi qui l'ai fait avec un deck, donc c'était toujours Magister Pendule à l'époque, qui était le top méta, on va dire, avec Trou Draco qui talonnait bien derrière, qui était vraiment très bon aussi. Bah même ça, en étant quand même plutôt bon, j'ai pas vu tout le temps les mêmes decks, hein. J'ai vu quoi? Un Trou Draco, peut-être deux, j'ai vu un Gem Knight, j'avais vu un Trickstar, enfin, on voit beaucoup de choses en tournoi. C'est même assez étonnant d'ailleurs. Parce qu'on peut se dire, ouais, il y a quand même des decks très représentés. Je trouve que ça tourne plutôt bien, c'est forcément le hasard. Mais pour avoir plusieurs événements comme ça, je trouve que de manière générale, on affronte plusieurs types de decks, on voit des stratégies. Il y a des moments où on se marre parce qu'on tombe contre des stratégies. Il y a un YCS Londres, il y a un deck Burn complètement pété qui date d'il y a 10 ans, qui a failli me battre parce que il avait un monstre impétable au combat et j'arrivais pas à piocher la carte qu'il me fallait pour m'en débarrasser. J'ai failli perdre des deck out. Enfin, il y a toujours des moments comme ça qui sont très drôles où on est dans des cas très spécifiques, mais il y a toujours des surprises. C'est pas one-sided, c'est que je cherchais, mais je sais pas s'il y a un terme en français, mais c'est pas one-sided pendant tout l'event, vous allez vous faire défoncer à moins que... Enfin, il y aura toujours des trucs. Même si c'est pas un très bon deck, vous allez descendre dans les tables et vous allez avoir des match-ups un peu plus drôles que des top méta qui sont peut-être un peu trop forts pour vous. Ouais, c'est exactement ça. Après, voilà, on en revient au point de départ. Je vais pas dire, en fait, c'est pas vraiment, il y a tel deck qui va toper les gros SCS et tout, donc ça veut dire qu'on voit que ce deck-là en compétition. Au contraire, c'est-à-dire que faut vous dire que comment on appelle ça, les camemberts qu'on voit sur, sur les vidéos de Simo, etc., c'est une représentation du top 32 ou du top 64. C'est-à-dire que c'est 64 joueurs sur 1000 joueurs. C'est-à-dire que sur 1000 joueurs, il y a que c'est 64 decks sur les 1000 joueurs qu'il y avait. Donc forcément, en fait, vous allez voir d'autres decks. Ça sera jamais la même chose vraiment, quoi. Oui, c'est-à-dire, même quand on voit les feuilles, parce qu'il y a certains OSS où les mecs nous balancent la liste vraiment, alors, les decks, genre, on a, je sais pas, 70 Sky Striker, 50 Cyber Dragon, sur le tout. Oui, Au voilà. fait, tu te rends compte que je sais même pas s'il y a souvent un ou deux decks qui sont représentés avec plus de 100 personnes, sur des events où il y a plus de 1000 personnes. Donc, là aussi, ça tourne, hein, mine de oui, rien. oui. C'est... Après, c'est aussi le truc de la compétition. C'est-à-dire que tu peux pas arriver en compétition et demander à tout le temps voir un truc différent, etc. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est la triste vérité entre grosses guillemets, quoi. Bon, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez encore des petites choses à ajouter pour conclure, ou est-ce qu'on peut peut-être finir, parce que là on a fait une très grosse vidéo quand même. Mais je pense que le sujet valait le coup, mine de rien. Bah là, non, j'ai rien à ajouter personnellement. Dorian, est-ce que tu as quelque chose? Burning Abyss fait le best deck. Ok, très bien. Bah, Pendulum Magicien, best deck. Bon, allez, autant dire quelque chose, Metal Force, ça va revenir un jour ou l'autre. Ah oui, écoute. Non, en vrai, Metal Force, c'est bon, hein. Il y a quand même
des trucs. Ah oui, C'est bien marrant sûr. parce que Metal Flow, ça me fait un peu penser à Odd Eyes. C'est-à-dire que globalement c'est bon, c'est juste que vu que Magicien Pendule est un peu meilleur, bah c'est Oui, plus voilà, représenté c'est quoi. Les gens ça. qui vont jouer Pendule vont plus jouer Magicien Pendule parce que juste c'est quand même un peu mieux. Mais Bah, clairement, il y par a plein de exemple, decks du comme coup, ça qu'on voit pas très bah, par représentés et exemple, tu qui vois, là, sont quand même bons quoi. Il y avait un YXS en 2018. T'as quand même un mec qui jouait Metal Faustro Draco qui était assez rogue à l'époque, c'était pas très connu. Il a quand même glissé jusqu'au top 4, hein. Hum. Ah, mais il y a toujours des surprises. C'est ça qui est intéressant avec la C'est ça compétition, aussi, c'est voilà. qu'il y a toujours des évolutions, toujours des innovations, quelque chose dans les side decks, dans les main decks, Mais même, dans c'est quelque chose. des choses comme S'il ça. y a un message qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous êtes nul. Non, je rigole. Non, non, Mais non, non, sérieusement, je rigole, je effectivement, rigole. vas-y. Sérieusement, c'est que si jamais vous passez du temps sur votre deck, que vous réfléchissez et que vous le buildez correctement, vous pourrez faire du Et vous résultat. entraînez. Voilà, si vous vous entraînez, etc., vous pourrez faire du résultat. C'est la compétition, on n'est pas des surhommes, tu vois. Enfin, je sais pas, mais on n'a rien de vraiment très spécial à part le fait qu'on joue beaucoup, on s'entraîne, etc. On connaît les decks et tout. C'est voilà. C'est ça. Si vous voulez un petit entre guillemets un petit tuto sur comment vous lancer dans la méta, je vous invite à aller sur Amazon et acheter le livre de Patrick Hoban qui s'appelle Road of the King. Il coûte 10 $, je crois même pas, c'est vraiment pas cher. C'est un livre de 400 pages environ qui a été écrit par Patrick Hoban, qui est l'un des meilleurs joueurs du jeu, et qui explique en fait tout son raisonnement psychologique pour être bon en fait, et qui vraiment apprend énormément de choses et va vous apprendre notamment à build un deck pour battre de la méta. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et justement, c'est ce qui m'a lancé dans l'idée d'écrire un livre qui en est inspirant, entre guillemets, qui raconte en fait comment moi je me place pour build mes decks, etc. Et Le PayPal est dans la je pense que, description. Bah, après, oui, donnez-moi votre argent. Non, mais je pense que ok. voilà, si vous lisez ça et tout, vous allez apprendre des choses. C'est, voilà. Bah, j'ai un dernier truc à dire. Ouais, vas-y. Donc là, ça va être un petit instant de pub. Soutenez la Ah, Team Xseed, Obscurity Dragon Blanc 57 et rejoignez le Discord de la Team Xseed. Voilà, bah rejoignez Espérons également. que Yuri-sama mette le Oui, je lien mettrai, dans la vous aurez le description. lien non, du non, serveur de la Team X, vous aurez le lien du serveur de Yugi Ani, et également dans la description. Je mettrai peut-être celui de Yugi Muto, pourquoi pas, qu'on en parle aussi, tant qu'à faire. Mais voilà, bah, après, on pouvait la Team parler de Exceed, pas mal de choses. voilà, la Team Exceed, on est tous les trois très actifs dessus. Red, il est modo. Et sinon, vous avez Annie, alors c'est le serveur de Yori et Gigi, bah, je suis aussi dessus d'ailleurs. Et c'est bah, Red aussi d'ailleurs, putain. Et Et Grel aussi est là, voilà, on l'oublie un oui, petit Grell peu, mais aussi. elle est dedans. Euh, Et Grel qui est là aussi mais elle sur nous ces a serveurs-là. abandonné là. Non, bref. En gros, c'est la Team Exit, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment bon enfant, etc. C'est vraiment super le kiff et tout. Annie, c'est pareil. Après, Annie est plus basée aussi sur l'animé, etc. C'est-à-dire qu'on parle un tout petit peu moins du jeu de cartes. Même si on parle pas mal quand même du jeu de plus en Oui, oui, plus. oui. Hein. Après, le jeu de cartes, il y a les salons qui sont faits pour le jeu de cartes et tout. Et voilà, c'est pareil, c'est deux serveurs qui sont très amicaux et tout, quoi. Sachant ils se complémentent. Il y en a vraiment un qui est beaucoup plus orienté sur le jeu brut et un qui sera vraiment beaucoup plus actif au niveau de l'animé, là où Team Xyz ça parle pas quasiment pas de l'animé en fait. Enfin voilà. On va peut-être donc conclure enfin. Après ces 1h30 de tournage, on n'en peut plus. Mais je sais même pas comment je vais me démerder pour le montage, on verra. Bref. Non, non, tu le mets en brut, t'inquiète, ça passe. Ouais, c'est ça, bah, peut-être, hein, ou très peu. Je sais pas, je vais essayer de mettre quelque chose quand même. T'as un petit montage visuel, on verra. Je vous... Donc, bah, le message. Nous sommes vos amis. Nous ne sommes pas méchants. Donc, on vous a donné notre point de Venons en vue fait. sur tout ça. Mais n'hésitez pas à donner le vôtre, dans le respect, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous cracher Voilà, bon, dessus. vous pouvez cracher sur nous aussi si vous voulez. Tant pis, c'est pas grave, on aura fait ça pour rien. On sera là pour répondre. On sera là pour répondre. C'est ça, on sera là pour répondre. Mais, voilà, si vous jouez comme vous voulez, mais essayez de respecter les autres comme on a essayé, j'espère, de respecter un peu les autres. Voilà, jouez le deck qui vous Et croyez-moi, plaît. c'est très dur. Ah, il va me péter ma vidéo, j'imagine même pas la section commentaires. Ah, ça va, t'inquiète. Mais voilà, Au moins, elle est pas vous avez démonétisée.
Ah bah, il n'y a pas de monétisation, donc comme ça, au moins, c'est bon. Voilà, donc si vous avez des expériences peut-être à partager, des avis, mais en tout cas j'espère que vous aurez appris des choses sur peut-être le point de vue d'autres personnes qui sont pas comme le point de vue que vous, c'est toujours intéressant d'échanger des points de vue, et je vais donc vous dire à tous D'échanger des au cartes aussi, c'est revoir, intéressant. échanger des cartes aussi bien sûr, mais bon ça vous verrez ça sur des serveurs Discord peut-être, On va pas ou sur des réussir à groupes finir Facebook. cette vidéo. Ah, je vais pas y arriver. Donc, on dit merci aux 3 pecnos au fond de la salle qui sont restés. Merci Yori. jusqu'au Merci, bout. Yori. Merci. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. Merci à Grêle qui a dû nous quitter en plein milieu, mais elle a quand même pas mal apporté. On vous dit donc au revoir. Dites au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Très bien. Et bien donc, on vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao les gens.